Salut. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. On a essayé de faire toute la journée. Bienvenue dans l'horreur du dimanche, l'émission qui vient vous faire gentiment sursauter sous vos plaids après une dure semaine de labeur. Bouh. Les jours raccourcissent. Le changement d'heure et ses sempiternels débats sur le fait qu'on va dormir 1 heure de plus, dormir 1 heure de moins, approchent. La nuit occupe davantage de nos journées. Paraît-il même qu'elle porterait conseil. En ce qui me concerne, la nuit reste mon petit temps privilégié à moi d'angoisse. Quand j'étais enfant, j'avais peur du noir et je dormais avec une veilleuse. Comme tous mes semblables, je devinais dans le mobilier de ma chambre des silhouettes monstrueuses, me confinant à ne pas faire dépasser le moindre orteil de ma couette. Les temps ont changé, et je n'ai plus peur du noir, mais bel et bien de mes journées, du travail que j'accumule, de la procrastination, cette maladie incurable. Les nuits sont maintenant devenues le royaume de la rumination anxieuse, de l'insomnie et des cauchemars de névrosés dont je réserve le récit à mon psychanalyste. Ajoutez à cela le développement physiologique de la prostate et qui sait, peut-être que d'ici une vingtaine d'années, j'aurai en plus gagné le droit de me lever pour pisser toutes les heures. Je voudrais retrouver mes nuits d'enfant, faites de monstres, de dames blanches et de fantômes. Et pour tenter d'y parvenir, ce soir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Lola. Ça va, Lola ? Ça va très bien. Tu restes sous la couette là pendant l'épisode ? Ouais, j'ai mon petit plaid. Ok. Camille, en tenue de soirée, ça va Camille ? Oui, ça va. Mais tu viendras en boîte avec moi la prochaine fois. Tout à fait. Et Léo, en pyjama, ça va Léo ? Oh bah oui, moi tu fais un petit somme là avant de venir. J'adore tes chaussons, ils sont chouettes. Ouais. C'est des Et chaussons pour, veiller... marsupilami. Et pour veiller sur nos fragiles sommeils, il est de retour. Brice Kenstock, le marchand de son. Ça va Brice ? On est content de te retrouver. Super. Et l'horreur du dimanche, épisode 12, c'est parti. Et on commence avec Camille. Camille, c'est quoi ton film ? Et ben moi, mon film, c'est Les Griffes du Cauchemar. Wow. Nightmare on Elm Street Part 3. Freddy's just around the corner. Voilà, je m'excuse pour tous ceux qui ont eu le cœur qui a bondi dans la cage. Ah oui, disclaimer, ça va faire peur. Ouais. C'est ça. Effectivement, Les Griffes du Cauchemar, ce n'est autre que Freddy 3. Le 3e opus de la série qui est sorti donc en 1987. C'est un film de Chuck Russell qui a ensuite été connu, c'est son premier film, et il a ensuite été connu pour The Blob. Ah oui. Le Blob, bah oui. Ou pour The Mask avec Jim Carrey. Évidemment. Toute mon enfance. Voilà. Et The Blob and the Mask. Le mash-up des deux. C'était une imitation incroyable. J'ai cru que Jim Carrey était là. La VF de Jim Carrey, qu'on connaît moins. Frédéric, bon bref, stop. Donc, Freddy 3, pourquoi Freddy 3 ? Déjà parce que ça me donne l'occasion de vous parler de Freddy en général. Et aussi parce que c'est quand même un super... Enfin, moi, je trouve que c'est un super film. Et ça parle vraiment du sommeil, du cauchemar et de ce qu'on peut faire ou vivre à l'intérieur. Donc, ce que je vous propose, c'est juste de faire un petit topo sur Freddy en général, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas trop. Et ensuite, vous parler du film, celui-là. Donc, en gros, Freddy, c'est une franchise qui est née en 84 et qui a été créée par Wes Craven, qui est quand même un maître de l'horreur. Un boss. Il faut savoir que Wes Craven, en gros, il a eu l'idée de Freddy à 7 ans. Il explique que un jour, il est chez ses parents, etc., qu'il entend du bruit dans la rue. Il se penche et il voit un mec tout seul qui a l'air, qui vocifère tout seul sur le trottoir. Et le petit Wes se penche pour le voir et il se croit protégé par sa vitre, et en fait pas du tout, parce que le type se retourne et lui plante son regard dans les yeux. Et là, vraiment, la tachycardie, Wes Craven ne s'en remet pas.
L'épisode dure un petit peu, etc. Et bon, en gros, ce qui se passe, c'est que Wes Craven a vraiment une crise de panique qui réveille toute la maison. Son frère est obligé de descendre dans la rue avec une batte de baseball, etc. Alors que, bon, maintenant, il disait que sans doute à l'époque, c'était juste un mec un peu saoul dans la rue qui gueulait, quoi. Ah ouais. Oh là là, c'est terrifiant. Et donc, c'est à partir de là qu'il a l'idée de Freddy. Parce que Freddy, c'est vraiment une espèce de personnage fantastique qui, en gros, n'existe que dans les rêves, vient terroriser les adolescents et en fait, il les tue dans leur sommeil, sauf qu'il les tue pour de vrai dans la réalité. Il profite du rêve pour être dans le passage en fait entre la réalité et l'onérisme, je ne sais pas comment dire. Donc C'est voilà. beau. Et rien que ça, c'est quand même. Ouais, c'est une super hyper idée. flippant. Ouais. Exactement. Mais du coup, il a eu cette idée petit. Ouais, assez tôt en fait, Ouais. il s'est dit je veux utiliser ce personnage parce que Ouais, le personnage ça de l'a Freddy, traumatisé. ouais, il a vraiment une allure Ok. très particulière. C'est un grand type avec un chapeau, un grand pull avec des rayures rouges J'ai et vertes. les mêmes à Noël, ouais. Ah oui, bah voilà. Des beaux Et bah oui, parce qu'en plus c'est vraiment le code Mais couleur de t'as un Noël. faux air mais- de Freddy, hein, d'ailleurs. Oh, bah, super, avec mon beau pyjama et mes chaussons marsupilami, je crois pas alors. Et Freddy a quand même une particularité, c'est que il a à la main droite une sorte de gant d'où sortent 4 griffes avec lesquelles il transperce, il découpe, enfin bref, un plaisir quoi. Ouais. Edouard aux mains d'argent. Mais Ouais, Tim Burton sympa, aurait quoi. plagié. Ah bah je ne sais pas. Mais moi, j'ai peur aussi d'Edouard de Main d'Argent, donc comme ça, les deux vont ensemble. Quoi. Donc Freddy sort en 84, c'est un immense succès. Et dès 85, il y a La Revanche de Freddy qui sort. Là, je rentre pas dans les détails parce que c'est un film très important aussi, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard. Ouais, ou qu'on l'évoquera au moins. Voilà, exactement. Et en gros, Wes Craven juste part de la saga à ce moment-là parce qu'il n'est pas content, parce que le scénario lui échappe. Et donc, il n'est pas très content. Parce qu'en fait, Freddy, c'est aussi la question de la rencontre entre Wes Craven et Robert Shaye, qui lui est un producteur qui fait partie d'une espèce de petite boîte de distribution à la base qui s'appelle New Line Cinema et qui va vraiment naître avec Freddy. New Line, c'est quand même ceux qui ont produit Le Seigneur des Anneaux. Rien que ça. Ouais. Et c'est vraiment la naissance de cette boîte-là grâce à ce film. Et donc, Robert Shaye, en fait, rappelle Wes Craven pour l'opus numéro 3, qui sort en 87 et donc qui s'appelle Les Griffes du Cauchemar. C'est donc Wes Craven qui va revenir au scénario surtout. Le scénario va être récupéré après par un autre scénariste, mais il y a quand même, on retrouve l'ADN de Freddy dans cet opus-là. En gros, l'idée c'est quoi ? C'est que on se retrouve donc avec une nouvelle actrice qui n'est autre que Patricia Arquette, qui joue donc Kristen Parker. Vraiment, les noms sont très américains. Et est-ce que c'est son premier rôle Je crois que oui. Ouais. Enfin, c'est un Ouais. de. Elle ses avait quel premiers- âge là dans ses Elle premiers. était- Bah, Elle je était sais toute pas. jeune, hein. T'as Ouais, bien fait mes devoirs. Ouais. Nous allons fact-checker. On coupera Ouais. cette question parce que c'est vraiment. Et à la base, il y avait aussi Winona Ryder qui était intéressée c'est par vrai le Ah ouais. rôle, sauf qu'elle était un peu trop jeune. Mais elle Parce a que- fait Edouard aux mains d'argent après. Oui, bah Oui. voilà. Donc Ah, en fait, tu vois. voilà, Oui, il y a là, une filiation finalement, entre ces ouais, elle a eu films. le- Elle voulait aussi son film avec Des grands quelqu'un, ciseaux. avec Avec des une ciseaux main aux mains, qui coupe. Ouais, il est un peu plus C'est sympa, très à la Edward, mode. quand même. Et donc, Patricia Arquette donc, joue Kristen Parker. Kristen, donc, qui vit dans une ville qui s'appelle, je ne sais plus comment, Rosewood, non, c'est pas- Ouais. bah, là où il y a Elm Street. Ouais, là où il y a j'imagine. Elm City. Et donc, c'est quelques années après les événements du premier Freddy, où il a tué en gros tous les adolescents, quoi, sauf une. Et donc, Kristen, elle vit avec sa mère Hélène, qui sent la laque, et qui sort du Bourbon pour son invité, Oui. qu'on ne voit jamais d'ailleurs. Ouais. Et donc Kristen, elle ne veut pas aller se coucher. Mais quand je dis qu'elle veut pas aller se coucher, c'est vraiment qu'elle met tout en place pour ne pas se coucher. Dans le sens où elle écoute du hard rock à fond la caisse, que Elle mange du café soluble. elle mange du Ça, café ça m'a- soluble, Ouais. qu'elle fait j'avais pas passer capté. avec du Coca Light. Ah ouais. Ah, ça, faut vraiment être en dèche hein, pour Ouais. faire ça. Bah, J'ai même pas vu. Tu veux L'état de l'estomac, à mon avis, Bah, ça C'est sur moi, tu veux combien de caféine Oui. Toute la Et caféine. elle fait aussi, elle s'occupe l'esprit en faisant une espèce de maquette de maison en papier mâché. Avec de la pâte à base de farine qui est dégueu. Oui, c'est un peu dégoûtant. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais donc, en gros, elle ne veut pas s'endormir parce qu'elle fait des cauchemars, quoi. Et il y a quand même un truc très appréciable, je trouve, dans ce film, c'est qu'en 5 minutes,
on rentre dans le cœur de l'action parce qu'en 5 minutes, elle s'endort. Et là, le premier cauchemar arrive. Et elle va rencontrer effectivement Freddy qui va lui courir après. Et elle va se retrouver à se réveiller parce que, bon, je ne rentre pas dans les détails de ce qui se passe, mais en gros, elle est réveillée par sa mère, donc Hélène, debout dans la salle de bain avec le poignet tranché. Et donc là, évidemment, les parents des années 80 se disent « Mon Dieu, ma fille est folle ». Ma fille est gothique. Ouais. Voilà. Elle dit quand même, ma fille veut faire son intéressante. Ah oui, bah ça fait partie des questions, quoi. Ouais. Et donc, il l'envoie, évidemment, sa mère l'envoie directement à l'HP. Hein. Pas de passage par... Non. Je sais pas, non. Un Non, petit ouais. psychologue, Une conversation, par exemple. Non. Une discussion. Directement l'HP. Bon, très bien. Et donc, Kristen arrive dans le service, notamment du Dr Gordon, qui est un peu un personnage que je n'aime pas trop. et de Max aussi, qui est l'infirmier, et qui n'est autre que Laurence Fishburne. Morpheus. Morpheus, Ouais, ouais. ouais. Mais tout jeune. Tout jeune. Tout jeune. Ouais. Et donc, Il est cool, lui. Lui, en on l'aime fait, bien. Kristen, absolument. Et Kristen, elle refuse d'être sédatée parce qu'évidemment, le truc, c'est que elle a pas envie de s'endormir, donc c'est pas terrible de Non, c'est la un bourrer de problème. calmant, quoi. Et elle va rencontrer au fur et à mesure, en fait, d'autres enfants, enfin d'autres adolescents. Je me trompe sur les mots parce que, en fait, il faut savoir que dans le film, il y a un truc un peu bizarre, c'est que les ados, enfin, je sais pas, ils doivent avoir 17 ans, un truc comme ça, Ouais. et ils sont traités comme s'ils en avaient 12 en permanence. Oui, parce qu'il y en a déjà une qui a un passif de toxicomane et enfin oui, c'est pas des ados Oui. qui sont au collège, quoi. Exactement. Et en même temps, il y a vraiment ce truc de, tu sens que ça a été compliqué peut-être de casser des trop jeunes pour ce qui allait se passer parce que c'est trop violent. Donc on prend l'âge juste de jeune adulte pour pas se faire trop tacler par la censure et voilà. Mais c'est un peu bizarre. Donc ils sont toujours entre l'enfance et l'adolescence, etc. Et donc elle rencontre d'autres gamins comme elle. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est que en fait, c'est un peu comme X-Men. Moi, c'est ça que j'adore dans ce film. On dirait, tu vois, ils ont tous une particularité. Ils ont des pouvoirs. Exactement. Et en fait, là où ça devient très intéressant, c'est que dans les premiers opus de Freddy, c'était le sujet adolescent juste seul face à Freddy. Et donc dans le rêve qui doit essayer de s'en sortir, alors que là d'un seul coup il y a l'idée qu'ils peuvent s'entraider aussi Et se liguer contre exactement et la essayer de trouver menace. des solutions au sein de leur rêve. Voilà, il y a aussi quand même, il faut le signaler, un retour très attendu, c'est celui de Nancy, qui est la seule survivante du premier opus, qui n'était pas là dans le second et qui revient dans le troisième, et qui elle connaît Freddy. Et donc, elle va essayer un peu de faire le lien entre les adultes qui croient qu'ils sont complètement affabulateurs et les ados qui sont complètement paniqués parce qu'ils se retrouvent face à un tueur en série sans l'aide de personne. Les En gros, adultes c'est ça. qui sont quand même relativement stupides dans le film, sauf Nancy du coup, Ouais. parce qu'elle sait. Mais c'est pas des flèches, hein. C'est pas Et des flèches. Dr Gordon, il est un peu lent à la détente. Il est hein. un peu mollasson, le docteur. Ouais. Et puis il est Hein, cringe, il a envie de serrer Nancy. Bah oui, pendant lui. tout le- Oui, c'est vrai, ouais, c'est moi, vrai. ça m'a vraiment mis mal à l'aise. C'est vrai que ça met un peu mal à l'aise. C'est vrai, Ah, c'est bizarre. horrible. Ouais. Il est en mode oh Nancy. Mais surtout qu'il a Ne l'âge t'en de fais son pas, père. je suis là. Oui, il l'invite Mais oui. au resto. Mais et oui, tout, non, mais là. Ah oui, il y a Je ne carrément veux une pas qu'il scène t'arrive du mal. où il rencontre le beau-père. Ouais. Ah oui, non. Oui, non, mais c'est pas. C'est un peu étrange, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que ce truc des parents qui n'y croient pas, parce que en fait, toute la raison d'être de Freddy, c'est qu'en fait, Freddy, au départ, dans l'esprit de Wes Craven, c'est un abuseur d'enfants qui a été brûlé vif par des parents. Oui, c'est l'histoire. Exactement. Et sauf que, en fait, évidemment, le studio s'est dit oulala, un abuseur d'enfants, c'est quand même beaucoup. C'est un peu trop. C'est mal. Et donc, ils ont réécrit pas mal le scénario, notamment du 3, pour éviter qu'il y ait des scènes trop perturbantes sur cette question-là. Parce qu'évidemment, le public pourrait pas s'identifier à Un abuseur d'enfants. Exactement. D'accord. J'essayais de chercher le mot, mais en fait, c'est un pédophile. C'est ça que je cherchais. Mais je trouve que d'ailleurs, ça manque dans le film. S'il y a un truc qui manque dans ce Freddy-là, je trouve que c'est ça. C'est le rapport direct. Parce qu'il y Le a truc pervers, tu une veux origin story de Freddy, Oui. mais Ah qui bah est si, mais un attends, peu mais il y a aseptisé, quoi. une scène où du coup il se transforme, enfin il prend l'apparence de l'infirmière. Oui. Oui, il y a cette Oui. scène Ouais. qui Il y a ça. Donc il y a ça quand même. Il y a aussi l'espèce de lombric là qui Oui, avale, oui, tu vois, ouais. c'est quand même Ah un oui, peu c'est bizarre. que ça, ouais, ouais. J'adore cette scène. Puis à la Ouais. fin, il a Mais quand c'est même très plein détourné. il a Oui. plein de têtes d'enfants fusionnées dans son torse. et Oui, tout, là, oui, ça, oui, c'est- oui, tout à fait. Mais en gros, ça a été vraiment une volonté, ça, du studio de calmer un peu ce côté trop pervers en fait de Freddy, Mhm. pour en fait un personnage presque drôle. En fait, Mm. Ouais. moi je trouve
trouve que dans cet épisode-là, il fait beaucoup moins peur que dans le premier, Ouais. dans mes souvenirs, dans le sens où là, il a un côté presque clownesque, en fait. Oui, On le ces voit apparitions, beaucoup, elles sont, tu commences à avoir le culte qui se crée autour du personnage en plus. Ouais, quoi. exactement. Avec les répliques, Ouais, les les apparitions. grosses punchlines. Ouais. Ouais, alors, et il faut dire que, en fait, ce qui est très chouette dans ce film-là, c'est que, donc, on va alterner entre un peu tous les personnages, tous ces jeunes adultes qui vont cauchemarder avec Freddy, donc, et la question, ça va être, en fait, ça donne l'espace aussi dans le film pour qu'il se passe des trucs marrants d'un point de vue même technique et d'exploration, tu vois, du cinéma. Il y a quand même toute une séquence en stop motion. Il y a une scène incroyable de marionnettes. Oh là là, je ne sais pas pourquoi, comment. J'ai eu mal. Ah oui, bah c'est. Et puis Il y a des tendons. C'est très visuel, ouais. Ah bah si, je les sentais. Oui, c'est Guignol, mais un peu plus hardcore. Ouais. C'est vraiment très bizarre. Il y a ça, et puis il y a il y a aussi plein de discours, enfin de trucs assez drôles avec la télé dont on parlait. Enfin, chaque personnage connaît une fin un peu marrante. Il y a aussi un truc qu'il faut signaler, c'est que c'est la première fois dans un film d'horreur un peu connu qu'il y a un personnage noir qui s'en sort. Ouais. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'acteur qui s'appelle Laurence Fishburne. Non, pas celui-là. Rodney Eastman, oui, le gamin. Ouais, le gamin, ouais. Et lui, cet acteur-là, vraiment s'enorgueillit beaucoup de ce rôle qu'il a pu avoir parce que il a c'était important. Il a un super rôle. Mais d'ailleurs, Morpheus. Laurence Fishburne aussi. Laurence Fishburne aussi, ouais. Tout à fait. Moi, j'avais noté ce truc-là, effectivement, parce que en film d'horreur d'à peu près cette période, c'est rare de voir, en tout cas, autant de volonté de mixité à l'écran. Oui, c'est vrai que j'ai eu un peu peur pour lui à un moment. Ouais, et il a un pouvoir stylé et tout, quoi. Et puis c'est un peu le gamin au début. En fait, c'est le seul à vraiment se révolter un peu contre le système de l'hôpital aussi. Il est en colère, en fait. Ouais, il est en colère. J'ai dû pas comprendre ce passage, mais j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, il était avec la team de l'hôpital. En mode, vous dites de la merde. Enfin, mais j'ai pas du. Qui était pas du côté des enfants, tu veux dire, qui était du côté des. Ah non. Mais moi, j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être que j'ai rien compris. C'est au tout début où je me suis dit, ah, mais c'est un petit con, lui. Oui, non, parce qu'il est très en colère, il se moque de tout le monde, il est assez dans l'agressivité et tout ça. Ouais, ok, j'ai dû. Et en fait, il aide. Tu sais, tu disais tout à l'heure que tous les gamins s'entraident. Et ça, c'est trop cool. Dans le film, c'est vraiment trop bien. Du coup, ils essayent tous de se retrouver dans les cauchemars, de serrer les coudes et d'essayer d'utiliser leur pouvoir ensemble et tout. Oui, parce qu'il y a une chose qu'il faut dire peut-être pour. Enfin, je sais pas si vous avez jamais vu Freddy, il y a quand même un truc, c'est que pour se sortir de cette situation de merde face à Freddy, il y a qu'une seule solution, c'est en fait de ne plus avoir peur de lui. Et ça veut dire qu'il faut réussir à retourner le truc pour en fait qu'il n'existe plus et qu'il s'efface parce qu'il n'a plus de terrain d'anxiété ou d'angoisse, quoi. Et en fait lui, c'est vrai que l'entraide et lui aussi qui est dans une colère etc., en fait il est hyper fort face à Freddy, quoi. Ouais. Et ça me fait penser, il y a une phrase dans le film de Thomas où il dit ça ne marche pas si on n'a pas peur. Bah oui, c'est un peu ça. Ouais. Mais moi, Thomas en parlera après. Je trouve que, pour rebondir, mais moi, je trouve que ce qui est cool dans le film, c'est toutes les idées visuelles autour du cauchemar, et la manière dont c'est exploité. Bon, il y a la performance de Robert Englund là, qui joue Freddy, qui est quand même hyper flippant. Très joli maquillage. Ouais. Mais c'est toutes les idées visuelles autour du cauchemar, tout ça. J'aime bien sur le principe l'idée que les adolescents cèdent. Après, c'est vrai que dans les faits, dans les scènes, ils cèdent pas tant que ça, parce que en fait, notamment à la fin, t'as un peu le défilé de séquences où ils vont chacun se retrouver isolés face à Freddy et avoir une espèce de duel. Et en fait, c'est là que vraiment ils s'amusent et qu'il y a les idées de mise en scène, quoi. C'est quand finalement il y a des duos d'un personnage face à Freddy que t'as les meilleures idées, quoi. L'idée de la télé. Et donc voilà. Et donc le côté entraide, c'est pas beaucoup exploité dans le rêve, peut-être à la fin quand quand même toute la dernière séquence, à la toute fin peut-être un petit peu, mais en tout cas c'est pas ça, je trouve, qui fait vraiment le côté hyper marquant visuellement du film, quoi. Moi ce que j'aime bien, c'est la scène de la marionnette, ça, c'est génial. voilà, et la scène hyper gênante avec Freddy qui se transforme en infirmière, c'est incroyable, avec une grosse poitrine, puis elle a la langue bien pendue. Et
leur langue qui fusionne. De sensu de bout de langue, là. Et ça, c'est incroyable, quoi. Elle sangle au lit avec sa langue. Alors ça, pour le coup... Elle aussi, c'est une bonne pédophile. C'est de manière détournée une scène hyper déviante, quoi. Oui, et c'est marrant parce que là, pour le coup, ça passe, quoi. Comme c'est une infirmière, tu vois. Ça, ça leur pose pas de problème. Avec un ado... un ado, quoi. Enfin, oui. Non, mais il est en mode oulala. Mais c'est drôle parce que c'est le fantasme de l'infirmière, tu vois. Avec Sauf que c'est un fantasme d'adulte, enfin théoriquement, tu vois. Et là, on le met face à un personnage qui est très. J'allais dire childish parce que je suis bilingue. Non, mais qui est très enfantin. J'aime bien ton mindset. On dit pas state of mind. Bref. Non, mais qui est très enfantin. Donc en fait, c'est quand même méga gênant, mais j'imagine que dans l'opinion publique, ça passe mieux. Voilà. Mais surtout que cet adolescent, c'est celui qui est muet, non ? Oui. En plus, il parle peu. Il y a beaucoup de problématiques dans cette séquence. Ah oui, tout à fait. Ouais, cette séquence, bon. Mais moi, je l'adore. Il n'a pas dit oui. Je la trouve géniale, cette séquence. Parce que je trouve que justement, et puis il y a un truc qui est désamorcé, c'est-à-dire que ça reprend encore ce code quasiment porno, en fait, tu vois, ou très film érotique, quoi, de la très jolie infirmière qui dit viens, machin et tout. Et en fait, ça vient complètement détourner ça avec le matelas qui s'engouffre dans l'enfer, quoi. Mais alors ça, c'était assez mal fait. Mais pour le coup, les effets étaient, je trouvais vachement cool. Oui. Et c'est vrai que cette scène-là, avec ce fond d'écran Windows derrière, si tu veux, j'étais en mode oui. Les effets pratiques du film, ça fait partie avec quelques autres. Je pense instantanément à The Thing. Ah ouais, mais là. Attends. Non, mais en fait, en termes d'effets qui ont pas ou peu vieilli et qui sont toujours aussi efficaces, c'est trop cool. Ah ouais, il y a une ingénierie des effets. Franchement, la scène justement où c'est un gros lombric là, justement, où il gobe, il gobe Patricia Arquette là. Moi, ma scène préférée, c'est que vu que du coup, il peut se manifester dans la réalité, surtout dans les rêves, de la manière qu'il veut. Ça donne des scènes hyper drôles et hyper créatives, genre la télé où en fait il a des bras mécaniques, il est en mode et il y a une espèce de membrane, en une sorte de caoutchouc, et il sort de la collant, télé comme ça. Disons-le, il a un collant sur la tête. C'est vrai. Ah ouais. Rends les bas de maman. Et il y a vraiment, il y a des effets visuels, c'est un régal, quoi. Genre, c'est vraiment trop bien. Le lombric, c'est cool. Et c'est vrai que ce qui est hyper chouette aussi, c'est que je trouve que pour des films des films d'horreur un peu de l'époque. Je connais pas du tout tous les films d'horreur, mais j'ai l'impression que là, il y a un truc aussi de vouloir aller vite, tu vois. En 1h30, t'en as plein, t'en as vraiment, t'en vois plein. C'est généreux. Et en 5 minutes, tu vois, ils cherchent pas à essayer de t'expliquer le pourquoi du comment. Direct, c'est le cauchemar, et là, on comprend et on rentre dans le vif du sujet, quoi. Ouais, non, mais c'est clair que c'est. Puis ça, moi je trouve que les ados, ils sont attachants aussi. Franchement. Oui, les personnages. Ouais. Moi, j'ai un aveu à vous faire. C'est que j'avais vu aucun Freddy. Moi non plus. Pourtant, c'est le premier. Même le 1. J'ai vu Scream vendredi 13. J'ai vu. Oui, pareil. Et en fait, j'avais pas vu Freddy. C'est vachement mieux que vendredi 13 en tout cas. Faudra qu'on J'hésitais à vous le dire, mais faudrait qu'on se fasse pas honte. En fait. Une session. Parce que là, on parle du 3, mais en vrai, il y en a 7. Plus en fait, les Freddy contre Jason, machin truc. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu le 1 parce que j'ai eu une phase Johnny Depp. C'est Johnny Depp Origin. Du coup, voilà. J'ai l'impression d'avoir vu le 1 parce que je pense que je l'ai quasiment vu intégralement en regardant uniquement les plans avec Johnny Depp. Non, le premier est super. Le poney. Scène de la. Le premier. Ouais, le poney. Le poney, il était bien. Freddy, juste une petite question. Pourquoi j'ai pas trop compris du coup, parce que tu disais du coup que c'était hyper problématique le fait que ce soit un pédophile, mais n'ayant pas vu les deux Freddy avant, c'est quoi son but à Freddy d'aller tuer des ados, parce qu'en fait, sachant que c'est un pédophile de base. Parce que pour eux, pour lui, c'est une vengeance par rapport à ce que leurs parents ou alors la génération d'au-dessus a fait. Il y a vraiment une idée de lui, c'est pas une suite de sa maladie mentale. Non. Lui, c'est juste en mode revenge. Exactement. Ok, ça marche. Après, voilà, il y a cette scène. La seule scène que j'ai trouvée un peu naze, c'est le combat squelette dans le cimetière de voitures. Là. Moi, j'aime bien. Mais c'est quand même. Moi, j'ai trouvé ça bien. En termes d'effet, c'est pas mal, moi, je trouve. C'est pas mal, mais c'est vrai que c'est le seul moment où je me suis dit, ça fait quand même pas mal carton-pâte, quoi. Après, genre, la symbolique de cette scène, même avec le père, du coup, de Nancy, en fait,
se sacrifie là du coup pour la symbolique est chouette derrière. C'est ça que la scène m'a fait un peu rire quand même, j'avoue. Non mais c'est vrai. Et puis il y a un truc aussi qui est chouette, c'est la musique. Parce que bon, alors là cet épisode là il y a quand même une BO, il y a notamment une chanson qui a été faite pour le film qui s'appelle Dream Warriors. Ah bah oui, Oula, moi je ne suis pas bilingue. C'est le titre original. Oui, c'est ça, et c'est donc extrêmement kitsch. Enfin, je vous invite à l'écouter, elle fait très plaisir dans le métro. Et la vraie musique, je veux dire la musique originale du film, sinon, c'est Badalamenti, celui qui fait Twin Peaks et compagnie. C'est le Roi Lula. Ouais, exactement. Quasiment tous les films de Lynch. Et c'est vraiment cool, je trouve. La musique a pas trop vieilli pour le coup. Par rapport au film de la semaine dernière. Moi, j'avais l'impression que tu m'aurais dit que c'était un film qui était sorti il y a 5 ans. Je t'aurais dit ok. Enfin, franchement. Déconne pas. Bon, sauf pour certains effets. Les squelettes, là. Ouais, mais franchement, j'ai trouvé ça. Oui, c'est plutôt quali, ça va. Ouais, ça va. Franchement, bon, peut-être pas il y a 5 ans. J'abuse. C'est tout le truc des effets réels aussi, quand ils étaient bien faits, ça vieillit pas. Ça reste dégueu en fait, quoi. Oui, c'est sanguinolent, c'est crado, c'est cauchemardesque. Voilà. Exactement. Ouais. Bah, The Mask, pareil. Hein. Ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas pris une ride. Oh là. On va le regarder tout de suite après. Mais avant, on va passer au second film de la soirée. Et c'est le film que Lola a choisi. C'est quoi ton film, Lola ? Moi, mon film, c'est A Girl Walks Home Alone at Night. جواب بده پسر خوبی یا نه؟ بله. دروغ نگو. تو پسر خوب هستی؟ بله. یه دفعه دیگه ازت میپرسم. راستشو بگو. تو پسر خوب هستی؟ میتونم چشماتو از حدقه در بیارم بدن سگا بخورن. تو رو تا آخر عمرت. Voilà. Alors pour ceux qui ne parlent pas couramment le farsi, traduction. Donc c'est le personnage principal, la girl, qui aborde un petit garçon dans la rue et qui lui demande s'il a été un mauvais garçon. Il lui répond que non. Elle lui redemande en insistant, en lui disant dis-moi la vérité. Il lui dit non, je suis vraiment un bon garçon. Et elle insiste un peu en lui disant que de toute façon elle connaîtra la vérité et que voilà. Et donc et la voix un peu bizarre, enfin terrifiante que vous entendez à la fin, elle lui dit je peux donner tes yeux à manger aux chiens et je viendrai, en gros elle le menace en lui disant je viendrai vérifier que t'es un bon garçon et que tu dis la vérité toute ton existence. Toute ton existence. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, c'est un conte de Noël, rien de moins. C'est tout. Ouais. Et j'aime beaucoup cette scène. C'est rouge. Voilà, je fais une parenthèse pendant mon temps de parole. Je fais une excuse d'il y a 2 épisodes parce que je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Et en fait, le personnage de Brent dans The Loved Ones, je l'appelle Brett pendant tout l'épisode. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je fais une parenthèse. Non, mais ça me rassure. Non, mais on va nous parler de la liste de courses il y a 3. D'accord. Non, mais parce que vraiment, c'était ridicule. Je suis en mode oui, Brent, et après, c'est Brett. Donc voilà, c'était bien Brent, et je m'en excuse. Désolé, Brett. Ouais, désolé, voilà. Brent. Merci de vous excuser avec moi. Du coup, A Girl Walks Home Alone at Night n'a pas de titre québécois, on vient de le découvrir, c'est avec grande tristesse que je vous l'annonce. Et c'est du coup un film d'horreur et plutôt un film de genre en fait, américain. Une rom-com. Wow, une bonne rom-com, ouais. Américain, indé en fait, sorti en 2014, avec Sheila Wend, voilà, qui joue Girl. Ouais. N'a pas de prénom. Arash Marandi qui joue Arash. Et j'ai juste noté Mozane Marno qui joue la prostituée Hattie. Voilà.
parce que je trouve que c'est un personnage important, j'aimais bien ce personnage. Et puis il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a le dealer. J'ai pas mis le pimp. Voilà. Il a une bonne tête de pimp. Et pourtant, c'est un super acteur, j'ai beaucoup aimé. Il a un bon look. Je trouve qu'il joue vachement. Il a un tatouage avec marqué sexe dans le cou. Oui, c'est très original. Alors du coup, c'est un peu difficile de vous résumer ce film, mais en même temps, c'est très facile. C'est juste une fille qui n'a pas de nom, donc Girl, elle est vraiment appelée comme ça par la réalisatrice. Je vous ai pas dit le nom de la réalisatrice, Annalili Amirpour. Désolée, voilà. C'est dit, qui est c'est une catastrophe ce soir, qui est américo-iranienne, je ne saurais dire, ou irano-américaine, qui est née en Iran, ses parents sont iraniens, elle est née en Angleterre et elle a grandi aux États-Unis. Voilà, c'est bon, on a rétabli la vérité, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas si elle m'écoute. Voilà. Du coup, voilà, Annalili Amirpour appelle son personnage Girl quand elle en parle, donc je dirais la même chose parce que de toute façon, elle n'a pas de nom. Voilà, donc c'est cette fille qui marche seule la nuit dans la ville fantôme de Bad City, en Iran. Et donc le film est tourné aux États-Unis, je précise, mais dans l'histoire, c'est en Iran. Et elle attaque les hommes. C'est une vampiresse voilée qui écoute du rock'n'roll quand elle ne erre pas dans les rues. Et une nuit, alors qu'elle est sur son skateboard tranquille, elle rencontre Arash. Ah oui. Les Amish, c'est pas pareil, ouais. Ceux qui ont des tresses et des sabots, mais c'est se déplace en petite carriole avec des chevals. Arash, et c'est moi qui ne suis même pas arrachée ce soir. C'est un enfer. Arash, je suis désolée. Donc voilà, Arash qui est une sorte de James Dean iranien qui est sous ecstasy à ce moment-là, et je pense qu'elle succombe parce qu'il est habillé en comte Dracula à ce moment-là. Il sort d'une soirée et il tombe amoureux. Il fixe un lampadaire. Il fixe un lampadaire, c'est vrai. Mais oui, mais bon, en disant I'm Dracula. Qui ne l'a pas fait, j'ai envie de dire. Une fin de soirée. Moi en fin de soirée, classique. J'ai l'impression qu'avec Camille, on a un peu échangé nos films sur cet épisode. Oui, c'est vrai. J'étais un peu troublée. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais dire ? Il n'est pas assez graphique pour Camille. Ah oui, j'étais... pour Camille, il n'est pas assez graphique. Pour Camille, il aurait fallu qu'il y ait des scènes dans une voiture. Il y a des scènes dans une voiture. Avec des références un peu psychanalytiques. Tu vois, là, on peut en trouver. Non, mais là, ça va. Il y a déjà un sous-texte hyper politique qui est très, très chouette. C'est vrai. Voilà, moi j'ai vu que c'était un film qui divisait beaucoup, même en parlant un peu avec vous, comme ça j'ai cru comprendre que certains criaient au chef-d'œuvre et d'autres à l'ennui mortel. Me concernant, je me suis pas ennuyée. Le film dure pas très longtemps, j'ai pas noté 1h40. Voilà, c'est bon, ça suffit pour s'ennuyer. Mais moi, je me suis pas ennuyée. Mais c'est vrai que je me suis demandé ce que je regardais. À plein de moments. Maintenant, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette jolie chose ? Parce que le film est en noir et blanc, du coup. Donc la photographie, elle est sublime. Enfin, moi, ça m'a marqué. Je crois que Léo, toi aussi, tu as trouvé ça très joli. Moi, j'ai fait des captures d'écran du film pour les mettre en fond d'écran Windows. Ça, c'est quand même un marqueur. Je fais pas souvent. Si Léo fait ça, c'est que vraiment le film est très beau. Il y a la scène de fin avec le petit chat dans la voiture là qui est le petit chat il a bien mangé. Gros chat, ouais, c'est un gros chaton, un beau chat. Ouais, il est mignon. Beau chat. Voilà, donc film inspiré de l'expressionnisme allemand, où du coup le réel est complètement déformé pour laisser place à l'émotion. Donc il y a encore une fois ce choix du noir et blanc qui, moi, je trouve justifié, puisque de toute façon la nuit, il n'y a pas de couleur. Et que, en plus, il y avait un Amirpour en parlant de l'habit traditionnel de la femme iranienne qui s'appelle le tchador, qui est noir. Et en fait, elle a fait une opposition avec le blanc. Et du coup, elle s'est dit, je vais faire un film en noir et blanc. J'ai trouvé son explication un peu douteuse, mais je me suis dit, fais juste un film en noir et blanc, ce sera plus sympa. Voilà. Donc, il n'y a pas de couleur. La ville fictive de Bad City fait tout de suite penser à une sorte de Gotham ou Sin City aussi, dans le même genre. Voilà. Elle est vivante, elle est sale, elle
elle mange des gens. On voit cette fosse avec des cadavres qu'on jette. J'ai pas compris d'où venaient ces gens. Mais ça fait partie de l'ambiance. C'est un film d'ambiance. C'est comme ça. Ils sont morts. Et voilà, la ville, elle respire aussi en crachant sa fumée. C'est des centrales à pétrole. Oui, il y a des forages. Des forages, voilà. Des industriels, il y a des trains, des usines et tout. Ouais, ça j'ai trouvé ça très très beau. Ça fait un peu western. Enfin, d'ailleurs, il est qualifié de western horrifique. C'est. Ouais, ok. Si, en vrai, il y a grave un hommage au western. Elle, en tout cas, la réalisatrice était attachée à ça. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté western. Hein, mais... sachant qu'un de ses autres films, c'est The Bad Batch et ça se passe dans un désert aussi. Ah ouais, c'est vrai. Il y a des pistolets. C'est un western, c'est vrai. À la limite, il n'y a pas de Santiago, mais... C'est vrai qu'il n'y a pas de Santiago. Est-ce qu'il y a des Santiago? Pas de Santiago. Non, je ne crois pas. Pour le personnage de Girl, la fille, du coup, le fait qu'elle soit voilée ici est une arme. En fait, son tchador, donc son habit, c'est en fait presque... C'est sa cape de justicière. Ouais, quoi. C'est vraiment ça, surtout sur son skateboard. Là, moi, j'adore cette scène. Elle est incroyable. Donc c'est qu'elle a volé un petit garçon, quoi. Oui, c'est la scène après le petit garçon, oui, justement. Oui, c'est celle-là. Oui, c'est ça, elle lui a chouré son skateboard. Enfin, il s'enfuit sans son skate parce qu'il est terrifié, quoi. Donc c'est la justicière vampire et voilà, donc elle se sert de cet accoutrement et de cette dégaine, voilà, pour en fait aller défendre les femmes opprimées et en tuant les hommes. Voilà, moi la scène que je vous ai passée en extrait, c'est pour moi la scène qui résume tout le film et c'est d'ailleurs, je pense, ma scène préférée. C'est la scène qui m'a fait le plus peur. Voilà, parce qu'il y a cet effet sur la voix à la fin qui est assez terrifiant. Voilà, où en fait, elle va mettre en garde ce petit garçon qui n'a rien fait, qui se promène dans la rue le soir. C'est un petit garçon qui n'a pas d'argent et pas de domicile, j'ai l'impression, et pas de parents. On ne sait pas d'où il vient. Mais ce petit garçon, moi, je trouve que c'est un peu gratuit quand même, tu vois, parce que dès le début du film, le personnage principal... en fait, non, mais voilà, il y a ce truc où elle l'attrape et voilà, donc elle lui demande si... voilà, c'est ça, il y a vraiment ce truc d'éducation et elle lui dit que si c'est pas un bon garçon, elle reviendra lui régler son compte. Donc voilà, ça, elle éduque un peu la jeune génération, quoi. Le petit garçon lui demande de l'argent, il lui dit moi j'ai travaillé pour avoir de l'argent. Mais il prend cher, ce petit. Ouais, le pauvre. Mais voilà, donc c'est cette scène un peu d'éducation sur les jeunes, quoi, voilà. Mais c'est aussi parce qu'il est en train de manger un bonbon à ce moment-là. Ah, tu crois que c'est pour ça? Je sais pas, moi il y a toute une lecture aussi sur la drogue. Parce que, tu vois, et sur le fait que potentiellement, il y a un truc du plaisir, tu vois, qui commence à... Enfin, de l'addiction, en tout cas. Donc, au sucre, d'abord, et ensuite à la drogue. Parce qu'elle s'en prend beaucoup aux junkies, surtout. Enfin, ou au dealer. Enfin, oui, mais parce qu'après, c'est vrai que... Parce qu'il tourne autour du personnage de Hattie, c'est ça? Oui. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est qu'en fait, elle avait un attachement particulier. En fait, elle surveille cette Hattie, quoi, et donc à la fois le personnage du dealer et à la fois le personnage du père sont des dangers potentiels pour elle et donc elle la défend et elle essaie même de lui apporter des bijoux pour l'aider. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres femmes que Hattie, enfin il n'y en a pas trop. Il y a l'espèce de... Si, il y a la patronne de Arash. Ah oui, qui vole des bouts d'oreilles, tu sais. Oui. Qui est très jolie, là, qui lui donne de la drogue dans la bourgeoise. Oui, d'ailleurs, il y a un truc aussi. Il y a un caméo de Annalili Amirpour dans la soirée, justement. C'est la copine de cette meuf-là. D'accord, qui arrive un peu déchirée. Squelette un peu là. Et c'est du coup, elle, je sais pas si j'ai bien compris, mais au début, en fait, elle a fait de la chirurgie esthétique, non? C'est ça, c'est le nez. Une rhinoplastie, Ouais, tout à fait. Alors, si jamais vous comprenez quelque chose à ce qu'on raconte, vraiment dites-le en commentaire. Parce que on va reprendre. Tout ça est très Pourtant, flottant. Il se passe pas grand-chose dans le film. Non, il se passe pas grand-chose. Mais en fait, moi j'avais l'impression, j'avais cru comprendre, mais de manière assez premier degré, que elle protégeait le personnage d'Hattie et qu'elle l'observait depuis longtemps. D'ailleurs, je crois qu'elle lui dit un moment, qu'elle la regarde depuis un moment. Oui, mais en fait, le truc, c'est que ce film, c'est un long métrage qui, de base, était un court, qui durait 5 minutes, et c'était vraiment juste une nana qui se promenait dans la rue, qui se faisait suivre par le pimp, là, enfin le vilain garçon, là,
le méchant dealer, voilà, et qu'elle le tuait. C'était ça son court-métrage. Elle a eu des subventions suite à ça et elle a pu prolonger son histoire et l'histoire de ce personnage de Girl. Mais en fait, cette vampire, c'est là dans le film, il y a Hattie parce que je crois qu'elle était aussi dans le court-métrage, mais en fait, c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de parler de toutes les femmes. Et après, bon, c'est pas... Enfin, je sais pas si c'était le but non plus parce qu'elle aime pas non plus, la réalisatrice n'aime pas dire que son film est vraiment féministe, a un propos féministe ou voilà, mais c'est en tout cas là c'est son film, c'est son titre en fait. C'est A Girl Walks Home Alone at Night. C'est cet avertissement que toutes les femmes du monde connaissent de il faut pas rentrer seule chez soi le soir. Et en fait Annalili Amirpour elle inverse, elle prend à contre-pied son titre et en fait le danger dans ce film c'est cette femme qui marche seule pour rentrer chez elle le soir quoi. Et c'est un danger pour les hommes, pour les enfants et voilà. Et donc là il y a le personnage de Hattie, mais en fait elle protège pas que Hattie, elle s'attaque aux hommes et voilà. Et en même temps c'est un personnage qui reste volontairement flou, je pense, et les intentions qui l'animent sont floues aussi, bien sûr, pour qu'elle puisse être n'importe quelle femme. Bien sûr, et en même temps, elle tombe à moitié amoureuse, enfin, à moitié, elle tombe amoureuse manifestement. Elle part même avec... parce qu'il y a une espèce de romance quand même avec Arrache, en fait, le film devient d'un seul coup un film d'amour, quoi. Mais qui a un très beau rôle, parce que lui... il a un très très joli rôle. Parce que lui, il accepte quand même de partir avec elle et il l'accepte en sachant qu'elle a, parce que en fait elle est amenée à tuer son père, donc le père d'Arrache au cours du film, parce que le père d'Arrache est addict à l'héroïne et donc proche du personnage de Junkie et il maltraite le personnage d'Hattie. Donc elle le tue, donc c'est le deuxième personnage qui est tué dans le film, enfin troisième parce qu'il y a un clochard qui est tué à un moment donné, voilà. Et lui il le sait parce qu'elle arrive avec le chat de son père. Avec le chat de son père et du coup donc il le sait forcément à la fin. Donc il comprend qu'elle a tué son père et il l'accepte quand même et ça c'est assez chouette. Oui, il y a une jolie histoire d'amour qui est il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a rien, il n'y a pas de mots, c'est un film qui est mutique en fait. Et oui, ce personnage d'Arrache, il est assez important aussi. Parce que, moi, j'y ai vu une sorte d'espoir pour cette vampire, en fait, qui a l'air un peu quand même épuisée par la monotonie du quotidien. C'est en mode je sors, je défonce un gars qui est chiant, et voilà. Et en fait, elle tombe sur ce mec-là qui, littéralement, ils se rencontrent. Comme c'est toi Léo qui disais tout à l'heure, mais il est sous un lampadaire, c'est la lumière en fait. Vraiment, il est déguisé en Dracula comme un teubé et il est sous un lampadaire. Et c'est la lumière dans la rue comme et ça. Il est beau. Et il est très beau. Et voilà. Et à ce moment-là, en plus, on sent qu'elle... Enfin, c'est pas qu'elle hésite, mais que voilà. Elle tombe. Il y a un truc, je sais pas, sans rien se dire, sans un mot, sans une caresse. Il y a un truc. Il y a une scène magnifique avec de non baiser avec la musique de White Lies, le morceau Death, voilà, qui dure 4 ou 5 minutes, voilà, où rien ne se passe. Il est derrière elle et sa bouche effleure ses cheveux à elle et en fait, elle, après, lui sent le coup, et du coup, c'est une scène hyper érotique, en fait, mais il se passe rien. Et il n'y a pas un mot qui est prononcé... Qui est prononcé à ce moment-là et voilà, moi je sais pas s'il y a une morale véritablement à ce film. Moi j'ai eu l'impression qu'on me racontait un conte, voilà, c'est vraiment ça et la morale est un peu large, un peu floue et on l'adapte en fonction de comment on a envie de voir le film. Et moi c'est ça que j'ai trouvé très joli et puis la photo contribue beaucoup à ça parce que donc c'est noir et blanc évidemment tout le film et en plus il y a ces effets un peu d'évanescence et de flou. Il y a ce qu'on appelle une mise au point décalée apparemment. Enfin, moi je n'ai pas les termes techniques, mais il y a très peu de profondeur de champ. C'est ça. Et puis il y a plein de moments où ça varie. C'est-à-dire que d'un coup le point se fait sur soit l'un soit l'autre et le tour des personnages est souvent assez flou, le tour de l'image. Ce qui fait qu'on dirait vraiment une espèce de conte. Il y a un plan effectivement où même les yeux et la lumière dans les yeux prend la forme de l'objectif parce que c'est Mais moi vraiment. Toi, t'as beaucoup aimé. Hein. Moi j'ai adoré. En fait, je trouve que ça fait partie de ma liste de films. Genre film un peu comme Lynch, mais mieux que Lynch, tu vois. Et qu'est-ce que t'as compris, toi, Sim ? Parce que je sais pas s'il y a grand chose à comprendre. Je pense qu'il fait juste un effet. Déjà, c'est un
carrément un film d'ambiance contemplative. Enfin, on te plonge dans une ambiance donc, du coup, de cette ville fictive de Bad City. Je sais pas à quel point elle a un discours politique ou social sur les filles iraniennes et tout. Je pense pas qu'il faille extrapoler le film au point de lui tisser un discours. Voilà. Par contre, moi, ce que je trouve hyper chouette, c'est que, en fait, c'est assez rafraîchissant aussi de voir des films comme ça où il n'y a pas un sens profond ou à chercher spécifiquement. C'est vraiment un film d'ambiance avec en plus du coup un discours peut-être d'inversion de valeur en plus ou de la figure du mal dans la nuit, etc. Enfin pas du mal mais de la menace dans la nuit quoi. C'est intéressant que tu aies utilisé ce mot d'ailleurs, si je peux me permettre. Ouais. Le mal dans la nuit. Ouais. Et là voilà, Freud. Elle est de retour. Attends, faut bien que. Mais ouais, et puis arrière, petite. Et je trouve moi que en tout cas peut-être le discours, en tout cas du film, c'est de présenter des figures qui évoluent dans une société. Donc il y a un discours social là-dessus parce que je trouve que les personnages sont construits par contre en fonction de, en tout cas, l'image, les souvenirs, les choses qu'on lui a racontées, qu'elle a, elle, de peut-être ses parents qui ont fui l'Iran justement. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les personnages sont vraiment construits en fonction des conflits moraux, sociaux qu'elle a emmagasinés et qu'elle a mélangé à des influences, tu disais du western, de toute cette imagerie, la James Dean des films des années 60 en noir et blanc, etc. quoi. Et je trouve que le mélange il est magnifique. Moi vraiment dès les premiers plans du film j'étais dedans mais à 100% quoi. Ouais. Thomas, tu nous as pas trop dit toi. Moi je suis un peu partagé sur le film. J'ai aimé le regarder, ça m'a beaucoup plu. J'aime bien moi, je le trouve. Je pense qu'il y a quand même un discours politique dans la mesure où elle fait quand même le choix elle fait le choix de tourner le film avec des acteurs américano-iranien en farci. Tu vois, il y a quand même un choix qui est à mon avis politique. Et puis, mais effectivement, le film se résume pas à son discours politique. Moi, je trouve que c'est essentiellement, c'est une très belle histoire d'amour dans la manière dont il est raconté. Ouais. Et ça, moi, j'y ai été assez sensible. Et j'ai beaucoup aimé le film pour ça. Maintenant, d'un point de vue formel, je trouve que la photo est très chouette et que les lieux de tournage, les décors sont très bien choisis. Maintenant, ce que j'aime un petit peu moins, c'est le côté poseur du film. Oui, je suis d'accord. C'est le côté poseur du film. Et avec, typiquement, je pense, en premier problème pour moi, c'est le fait qu'on la voit se déplacer en skateboard avec une cape qui est vraiment, tu vois, pour moi, un truc cool, tu vois, à filmer. Tu dis, c'est cool, je vais faire une femme vampire qui se déplace en skateboard. Et je trouve que là, il y a un truc que je trouve pas essentiel dans le film. C'est tout le début de son scénario, de son court-métrage, c'est cette femme avec le tchador en skateboard. Ouais, non mais parce qu'elle-même s'est déplacée comme ça à la fin d'un tournage. Pourquoi pas, elle trouvait ça extrêmement cool. Mais la tu vois, elle trouve ça extrêmement cool. Mais c'est cool. Vraiment ce qu'elle dit. C'est marrant parce que moi j'ai écrit ça exactement sur mon petit carnet. J'ai écrit esthétique du cool. Voilà. Il y a un côté. Me un peu. Voilà, il y a un côté très poseur dans le film, un côté presque jarmuchien. Alors, il a été extrêmement comparé à Only Lovers Left Alive. Mais après, c'est peut-être un point de désaccord. Moi, je suis pas un fan extrême de Jim Jarmusch. Il y a même plein de trucs qui Après, tu vois, donner une esthétique du coup sur un Chador, moi, je trouve ça hyper chouette et ça change l'habitude esthétique du cinéma. Sur l'idée, de voir aussi. Sur l'idée, pourquoi pas. Mais juste le fait que ça se passe avec des costumes authentiques, avec des acteurs qui parlent la langue. Et voilà, c'est suffisant. Et je sais pas si ces séquences, tu vois, moi je trouve qu'elles ont elles surappuient, elles surlignent un côté cool qui est un peu, j'ai l'impression qu'on me met des coups de coude en me disant, regarde. Moi, c'est pas trop le skate, tu vois, qui m'a poser cette question-là parce que à la limite ça je trouve ça marrant parce que justement je trouve qu'elle assume complètement ce truc de je suis américaine tu vois éduquée à l'occidental mais voilà avec cette histoire iranienne en farci et tout et je trouve ça marrant justement de faire une esthétique qui est ni orientalisante ni occidentale tu vois et que ça soit juste un mix des deux tu vois ça je trouve ça plutôt cool. Ça vachement bien moi je trouve qu'on tombe pas dans le cliché de l'un ou l'autre là où ça m'a un peu plus dérangé
moi, c'est sur. Je pense que c'est un premier film long. Et je pense que peut-être par économie de moyens, en fait, elle a eu cette bonne idée du noir et blanc qui fonctionne très bien et tout, mais qui, à un certain moment, a un peu des faiblesses parce que c'est que des plans fixes quasiment. Et en fait, c'est donc je pose la caméra avec un très beau cadre et d'un seul coup, il y a des personnages qui bougent dedans. Qui rentrent dans le cadre, qui sortent du cadre. Ça, et au bout d'un moment, moi, ça me saoule en fait. J'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme. C'est un peu poussif en vrai. Il y a des scènes très jolies, mais je trouve que tu vois, c'est pas du tout la même chose, mais la scène de danse où ils sont tous les deux, moi, ça m'a fait penser vachement à Dolan aussi, mais sans le décalage en fait. C'est un peu trop premier degré à mon goût, tu vois. Il y a sur les murs de sa chambre, il y a que des trucs de Patti Smith et tout. Elle est habillée avec une marinière, parce qu'elle porte un tchador, mais elle est surtout une marinière. À la Jane Seberg pendant tout le truc, et lui ressemble à James Dean. J'étais là genre, c'est bon, enfin, on a compris qu'ils sont cool, les Beautiful People là. Et c'est produit par Vice aussi, donc moi ça m'a fait. Ah oui, Vice Movie. Voilà, c'est ça. Donc du coup, moi j'étais là genre, oula. Mais après, c'est volontaire, le fait de chercher l'esthétique culte et de faire un mélange des genres comme ça, c'est vraiment fait exprès. Après, ça, c'est ce que vous dites, c'est vraiment ce qui dans la team des réactionnaires qu'on pas aimé. Non mais il y a vraiment, c'est vraiment ce que les gens ont soit. Non mais c'est vraiment ce que les gens ont soit détesté, soit adoré en fait. C'était du coup c'est voilà c'est. Après je trouve quand même que c'est très chouette et que c'est incontestablement le film est cool, tu vois, et que ça ressemble. Enfin moi ça m'a fait penser à l'Ange de la Vengeance en fait. Je trouve que c'est la suite, tu vois, logique presque en termes de scénario de ce que ça raconte. Sauf que il y a juste la question de la drogue moi qui m'a un peu fait bugger. Ouais, ça je sais pas trop non plus. Ouais, effectivement. Mais bon. Mais l'Ange de la Vengeance se regarde moins formellement, tu vois. Enfin là il y a un petit côté effectivement poseur quoi. Et je suis d'accord avec toi sur le côté noir et blanc. Moi, je trouve que c'est cool que le film soit en noir et blanc parce que je trouve que c'est une super idée. Je trouve que le noir et blanc est pas dingue. Il y a des moments où il manque un peu de profondeur. Je trouve qu'il est un peu grisé. Putain, sérieux. On est vraiment très. Moi, je trouve ça. Moi, je trouve ça pas facile de faire un film en noir et blanc et je le trouve vraiment magnifique. Après, c'est parce que peut-être que j'ai vu Limbo il y a pas longtemps au cinéma, que je vous conseille de voir, qui est un film en noir et blanc qui est absolument hallucinant. Le noir et blanc. Et là, quand tu as vu ça, après, c'est difficile de revenir. C'est discordant aussi, Limbo. C'est difficile de revenir à ça. Mais le film est. C'est ça. Moi, le film m'a aussi fait penser à Tetro de Coppola qui était sorti 5 ans avant. Je pense qu'elle s'en est un peu inspirée parce qu'il y a quand même ces personnages, tu vois, masculins très, très beaux, très. Androgyne machin et pour le coup tu me diras Coppola il a pas les mêmes moyens mais c'est là la qualité du noir et blanc c'est un niveau du dessus moi je trouve ça très chouette. Mais c'est très bien le film. C'est un premier long métrage oui il y a certains moments où ça fait un peu film tu vois d'étudiant genre de je veux montrer que j'ai bien filmé. Oui on a l'air d'endure ce soir. Oui non mais c'est nous qui sommes des gros rageux. Non mais en vrai je comprends parce que c'est un truc qui peut m'agacer et il y a certaines grosses productions moins récentes où j'ai grave ressenti ça tu vois genre allez, pour name drop comme ça, The Neon Demon, j'ai détesté parce que je trouvais que ça ressemblait à oui, mais tu vois, en mode esthétique, comme tu disais, film un peu d'étudiant en ciné qui veut faire tout plein de trucs prétentieux. Je ne suis pas d'accord, on en parlera dans le prochain épisode. On parlera de Nicolas Winding Refn. Moi, j'ai plein de problèmes avec lui, NWR, mais en tout cas, je le mettrai pas du tout sur les mêmes. Et moi, franchement, je préfère voir le film dont on vient de parler. Oui. Mais que je trouve vraiment bien. Mais c'est juste que j'essayais de. Oui, bien sûr. Mais après, non, mais c'est vrai que même sur le rythme, moi je suis d'accord qu'il y a. Moi je suis d'accord aussi. Il y a un petit passage dans le film. Il y a des longueurs. C'est pas le genre de film que d'habitude je choisis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en plus, ça fait pas très peur. D'habitude, tu prends. Ça fait pas hyper peur. J'étais très traumatisée. Ils sont où tes films de bourrinos là? Non, mais là je suis pas en forme cette semaine. Je sais pas. J'ai enchaîné 2 épisodes d'affilée avec des réalisatrices iraniennes. Je n'ai pas fait exprès. Mais c'est très chouette et du donc coup, tu vas faire plus que ça maintenant. Du coup maintenant je vais me spécialiser et je vais apprendre le farsi, c'est promis. C'est trop beau d'ailleurs. C'est très beau et voilà. Et encore une fois du coup après m'être excusée auprès du personnage de Brent, je m'excuse auprès du personnage d'Arash qui ne s'appelle pas du tout Amish. Il vient de nous envoyer un message là, un MP sur Instagram, il est très énervé. Il est choqué. Et on va passer du coup au 3e film sur ces belles paroles. Qui est ce film? C'est le film de moi. C'est le film à Toto. Le film à Toto. Brice, tu feras un jingle. Le film à Toto. Le film à Toto. Et c'est quoi ton film Toto? Moi, j'ai choisi Heartless de Philip Ridley. You know, there used to be dangerous areas, and there used to be safe areas, but now... Yeah, I know it's safe.
police don't know what this is. They don't know what they're looking for. But life really is a meaningless pile of chaos. Ah là là, difficile de se faire une idée après cet extrait. J'ai rien compris à l'extrait. Voilà, rien compris. C'est un trailer. Ouais, c'est un bout du trailer. Ouais, mais même au film. Hein, ouais. Allez, non, c'était bien. Allez. Ça clash d'emblée. Heartless de Philip Ridley, donc film sorti en 2009 avec Sans cœur. Sans cœur. Avec Jim Sturgess et Sturgess, je sais pas comment on dit, et Clémence Poésy pour ceux qui l'auraient reconnu. Pourquoi je l'amène là? Fleur de la cour. Pourquoi j'amène Heartless un peu au chausse-pied sur cette thématique nocturne? C'est un prétexte pour dire un petit mot d'un film de Philip Ridley qui n'a fait que 3 films et que je voulais signaler parce que Philip Ridley, c'est un artiste qu'on pourrait qualifier de polyvalent britannique qui a fait donc très peu de films, 3 films, et notamment son deuxième film qui est excellent, qui s'appelle Darkly Noon et qui met en scène Viggo Mortensen entre autres, qui est un excellent film. J'en parlerai peut-être un jour. Donc, c'est Darkly Noon. Ah oui, pas Dark Linoon, c'est pas un prénom. Non, c'est Darkly Noon. Ah, je me demandais qui était Linoon. Du personnage. Et donc il revient, Philippe Ridley, 15 ans après son film précédent, donc après 15 ans d'absence. Et 15 ans d'absence, pas pour la coulée douce, mais en fait, en attendant, il a beaucoup marché au théâtre et il a écrit pas mal de livres pour enfants, entre autres. Donc c'est vraiment un type qui a aussi donné dans la poésie, tout ça, qui fait beaucoup de choses, en bien et en moins bien. De quoi le film parle? Le film va nous raconter donc l'histoire de Jamie, qui est un jeune homme introverti de 25 ans, rejeté à cause d'une disgracieuse tache de naissance qu'il a sur le visage. Et donc Jamie est témoin au cours de ses pérégrinations photographiques, puisque Jamie il kiffe la péloche, évidemment. Hein. Ouais. Wink, wink. Et l'urbex. Jamie n'est pas du tout cliché. Donc pérégrination dans un Londres qui est presque post-apo, en fait. Voilà. Théâtre de crimes urbains particulièrement cruels, qui vont être perpétrés par des criminels encapuchonnés, au visage inquiétant, donc ils ont des têtes de reptiles avec des dents acérées. En parallèle, il fait la rencontre de son voisin, qui va être son premier lien social réel en tant qu'adulte, voisin donc, qui s'appelle AJ, et avec qui il va se lier d'amitié. La vie de Jamie va sombrer dans le cauchemar lorsque Moment, donc sa mère dont il est très proche, j'ai cru que tu avais un bug et que tu commençais une autre phrase, se fait assassiner à coup de cocktail Molotov. Un AVC. Et AJ se fait sauvagement assassiner. Le film, c'est une revisite du mythe de Faust. Tout simplement, puisque Jamie va pactiser donc après avoir connu ses 2 deuils avec Papa B, probable incarnation de Satan, vous l'aurez compris, Belphégor, voilà, au look de chef de gang, et il accepte donc de contribuer au chaos perpétré par le diable en échange d'un physique de beau gosse, croit-il. C'est juste lui sans la tâche. Hein. C'est un peu de make-up et il y avait Jim pas à faire sans la tâche. Mais attends, mais dis, c'est quoi le pacte aussi qu'il fait? Le pacte, c'est lui, il accepte initialement de faire il signe pour qu'on lui retire sa tache de vin et en échange de quoi il fera des graffitis dehors. Bon. Non, des graffitis, c'est-à-dire God, c'est quoi déjà? Dieu est nul ou un truc. Oui, c'est ça. God is a stupid fuck. Ah ouais, voilà. God is a stupid fuck. Bon, on voit tout de suite qu'il se fait un peu avoir là, Jamie. Mais lui, il a l'impression de c'est passer. Un bon deal. Ouais, bon deal. Moi, je le signe aussi. Et c'est dans la seconde partie du film que je trouve que le film, en fait, va offrir à la fois ses meilleures scènes, donc un assassinat au couteau dans un film plastique qui est absolument infâme, qui est drôle en même temps, et qui est un peu drôle en même temps, et une dégustation de visage sur une tête coupée. Il y a aussi le Weapon Man qui est cool aussi. Ouais, le Weapon Man qui est très cool, qui est joué par cet acteur britannique qu'on voit dans énormément de films, dont on va chercher le nom et je vous le dirai après. Et donc c'est aussi dans cette seconde partie que le film, je trouve, se prend les pieds dans sa propre narration, en oubliant un peu ses personnages en fait, qui va pas tellement creuser, au profit d'une métaphore un peu évidente qui pédale dans la choucroute, parce qu'en fait,
pour vous l'expliquer, c'est en acceptant sa propre laideur et ses propres défauts physiques, le chaos du monde et en tuant sa mère, métaphoriquement, que Jamie va réussir à trouver l'amour et à vivre sa propre existence. Et après, c'est moi la petite fille de Freud. Je crois exact. pas, non. Je crois pas, je crois que c'est toi. Ce soir. Je crois que c'est toi. Trouver l'amour. On va faire un test ADN, mais je crois que l'amour c'est pour toi. Jamie, c'est être un stalker et voler des photos d'une meuf dans le site de photos. Dans le Ouais, ça va. Il y a des haters. Donc il accepte d'être aimé, comme l'a dit maman, avant de mourir. Et c'est dans les ténèbres qu'on verra d'autant plus sa beauté, comme l'a dit papa. Donc le Moi, film, je trouve ça beau. Le film a énormément de défauts de narration, essaie d'un peu tout mélanger. C'est ce qui fait sa faiblesse, mais on salue quand même une photographie qui offre un Londres glauque, quasiment post-apo, je le disais avant, avec des beaux tableaux, notamment Jamie dans les flammes et sa renaissance tel un phénix. Oui. On note également qu'on n'a pas déjà vu ce film et que bien qu'il ait un nombre en fait de maladresse très important, de maladresse scénaristique et de métaphores épaisses comme des semelle d'Air Max. Ça l'a tenté. Joli. Ça passe. Ça fait, en tout cas, je trouve que ça fait plaisir de voir un film qui tente ces trucs-là. Oui. Voilà. Et effectivement, je crois que les avis divergent autour de la table. De même que dans la critique, parce qu'il a pris un petit... Alors, je déteste faire ça, mais je le fais de temps en temps quand même pour me conforter dans mes opinions. Il a pris un petit 77 sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas terrible, mais ce qui n'est pas non plus scandaleux. Moi, j'aime bien le film. C'est la 2e ou 3e fois que je le voyais. Et j'aime bien le regarder parce que je trouve que c'est un objet intéressant, en en voyant les limites. Par contre, il y a un type qui ne l'a pas du tout aimé. C'est Léo. C'est pas mal. C'est quoi que tu disais sur Rotten Tomatoes là, pas mal mais pas terrible, c'est ça. C'est bien mais pas top, quoi. Bien mais pas top. Voilà. Léo, la critique. T'es centriste, Léo. Voilà. Non, mais je sais pas. Moi, je trouve que le film foire un peu tout ce qu'il entreprend, honnêtement. C'est exactement des critiques qui ont été faites, tu vois. En fait, déjà, le Jean-Luc Reichmann Origin Story. Le mec a une tache de vin mignonne en plus, c'est en forme de cœur et en fait le film du coup en fait c'est un complexe. Oui, mais il la voit plus moche qu'elle n'est. Je suis d'accord, c'est pas ça, mais du coup je trouve que le discours du film sur le chaos du monde, les méchants groupes de jeunes qui agressent la façon dont est représentée la ville, les interactions sociales, etc. Le fait que tout ça soit basé justement sur une tache de vin. Bon, en fait, je trouve que le personnage, il est un peu chiant, quoi. En plus, il a toujours, sa lèvre supérieure qui remonte comme ça. Il a vraiment une expression. Il m'énerve. Bonjour à Jim Sturgess, qui est quand même. Bonne journée. Moi, je trouve. Léo, tu n'as rien compris. Non, surtout que Jean-Luc Reichmann, il est pas mignon. Excuse-moi. Non, mais si je veux être un minimum constructif, parce que là, je rage pour rager, quoi. En fait, je trouve que le film peine à justifier les intrigues qu'il déclenche. Moi, il y a des trucs, après, c'est personnel, qui fonctionnent pas du tout. Le perso, le diable, avec la petite fille, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai trouvé ça mauvais et ridicule. Même si je trouve que cette scène où il renaît en phénix est plutôt chouette et que l'appartement, en fait, tout le décorum du film, la ville, la photo, etc., l'ambiance du film est réussie, je trouve. Par contre, les personnages sont écrits par un enfant de 10 ans, quoi. Enfin, c'est pas possible. Tu as fait un film sur un hibou dans le dernier épisode. Oui, mais parce que tu peux le film est de base rigolo, tu vois. Genre, de base, tu rigoles du film. C'était pour là, le film se prend au sérieux et pas qu'un peu, quoi. Le film se prend vraiment beaucoup au sérieux, je trouve. Oui, non, c'est vrai que moi, au début, alors déjà, il faut dire que le film dure à peu près 1h50, un truc comme ça. Ouais. Et moi, la première demi-heure, franchement, j'ai eu peur, quoi. Je me suis dit, mais je ne comprends pas ce que je regarde. J'avais l'impression de voir une espèce de rom-com un peu bizarre. Je sais pas si quelqu'un autour de cette table connaît cet horrible film qui s'appelle Sortilège avec Alex Petitfer. On a envie de voir ça. C'est l'enfer, mais c'est un peu le même genre d'histoire. Sauf que là où c'est marrant quand même ce film, c'est que en fait il ouvre des portes parce qu'il y a beaucoup de portes dans le film. Oui, il y a beaucoup. Il ouvre des portes et à chaque fois il y a un truc très surprenant qui se passe. Tu vois, enfin je trouve qu'on passe quand même d'un registre un peu drame romantique un peu niais
tu vois, un peu kitsch, à d'un seul coup un truc un peu plus social, plus horrifique aussi, tu vois, au fur et à mesure. Ça marche. Enfin, je trouve ça assez drôle. Je trouve que le film entreprend des choses. Oui, c'est ça. Il y a des références. Il y a pas mal de références du conte, tu vois, parce qu'il y a évidemment Faust, voilà. Oui. Mais il y a aussi, tu vois, l'idée qu'il faut absolument qu'il réussisse son contrat avant minuit. Donc là, c'est clairement Cendrillon, tu vois. Il y a une référence à Jack l'Éventreur à un moment donné, enfin à l'histoire de Jack l'Éventreur. Et à la petite fille là qui accompagne le diable, qui s'appelle Belle, et donc c'est la Belle et la Bête, machin. Ça, moi je trouve ça assez marrant, tu vois. Enfin, je trouve que c'est pourquoi pas. Oui, mais ces scènes comme ça, je trouve individuellement ça va, mais moi en fait le film a commencé à vraiment me saouler, pour le dire honnêtement, arriver au dénouement de l'intrigue, quoi. J'ai rien compris. J'ai trouvé ça, enfin ces espèces de reptiliens lombrique bizarre, et puis le propos sur la violence, en fait on rejoint un peu peut-être les propos qu'on abordait sur Eden Lake et sur la vision de la société. Ah bah c'est bien que tu le dises, parce que c'est le même contexte social en Angleterre. Et moi je trouve que c'est abordé d'une manière, désolé, un peu réac en fait. Putain, moi je trouve ça pour le coup, et c'est moi qui ai fait Eden Lake, et je trouve que c'est vachement mieux abordé. C'est je l'ai noté beaucoup moins réactionnaire qu'Eden Lake à mon sens. Moi je trouve que le film, je suis assez d'accord avec toi Léo sur le fait que il y a plein de les personnages sont pas très approfondis et que lui peut avoir un côté énervant, ça je te l'accorde complètement. Moi ce que j'aime bien, c'est ce côté justement, là où il prend le contre-pied d'un film comme Eden Lake, c'est que dans Heartless, le personnage de Jamie en fait a peur, et c'est à mon avis pour ça qu'il voit les gens, je veux dire, les criminels dans la rue, il les voit comme des reptiles avec des dents acérées, tout ça. Et c'est au moment où il décide, lui, de ne plus vivre dans le flip et de s'assumer, qu'en fait, on se rend compte que le monde est beaucoup moins effrayant que la manière dont il le voit. Tu vois, il y a un côté, je trouve qu'il prend un peu à la fin, justement, le contre-pied, tu vois, qui désamorce un peu ce truc-là. Oui. Moi, j'avoue que j'ai pas compris ça. Moi, à la fin, honnêtement, j'ai rien compris, quoi. Genre quand il sort de la maison, et en fait c'est pas des vrais reptiliens, c'est des... En fait je vois, et ça a cassé du coup l'image mentale qui se fait, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où il accepte la réalité telle qu'elle est, mais c'est maladroit, je trouve, un peu, quoi. C'est un peu prétentieux. Oui, puis il y a la musique aussi. Parce qu'il y a des chansons qui sont écrites spécifiquement pour les chansons démo. Ça c'est trop bien. Je suis un émo, je suis torturé. Ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. C'est une chanson composée par Philip Ridley. D'accord. Oui, c'est pour ça que quand t'as dit poète et tout, j'étais un peu c'est pas non plus Lord Byron. Et chanté par Jim Sturgis. Ouais, c'est un peu. Donc c'est quand même cohérent, quoi. Tu vois. C'est une œuvre d'art totale. Mais c'est un peu un film société, je trouve, quoi. Lola, toi, t'as bien aimé, toi? Aide-moi. Oui, moi je vais t'aider parce que je veux même être plus gentil que sang. toi encore. Voilà, le sang. Eddie Marsan, The Weapon Eddie Marsan, Man. exactement, j'avais devant les yeux As Weapon Man. Ah oui. Il joue très bien, lui, je trouve. Son rôle, il est cool. Trop cool acteur. Moi, j'ai trouvé. Moi, déjà, j'ai pleuré pendant une bonne partie du film. Bébou. Ah bon? Alors moi, j'ai trouvé que c'était une histoire, mais hyper touchante, une histoire de cœur. Sans mauvais jeu de mots. Non, mais vraiment protéiforme, qui est déclinée sous toutes ses formes, vraiment. Et je me suis laissée transporter par le côté hyper poétique. Moi, j'ai trouvé ça hyper poétique, le film. Et ce personnage principal, moi, je l'ai trouvé mais d'une douceur. Oui, c'est vrai qu'on a de l'empathie. Je l'ai pas du tout trouvé chiant ou niais. Moi, je l'ai trouvé hyper doux. Et j'ai adoré la relation qu'il a avec sa mère, que je trouve... c'est mignon, ouais. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça hyper tendre, sans mièvrerie, en fait. Et moi, j'ai été... Après, voilà, c'est peut-être mon état émotionnel en ce moment, mais je... C'est un truc que j'ai bien aimé du film, c'est cette espèce de foyer de confort quand il rentre chez sa maman. Oui, parce qu'en fait... c'est hyper bienveillant, en fait. Même sur les photos, relations, même avec son frère ou avec son neveu, c'est un petit con qui... Voilà, mais je sais pas, j'ai trouvé ça toujours juste
Et j'ai pas, comme vous, j'ai pas trop compris le film, mais on comprend pense pas tout. Ouais. Je pense pas que ce soit nécessaire en fait. Et pourtant, vous savez à quel point j'aime les films bourrins où on parle pas de grand chose, mais là, j'ai été transportée. Moi, vraiment, voilà. Et puis moi, j'ai eu peur des cris des bestioles là, et la scène horrible de la mort de la mère m'a fait pleurer violent, toutes les larmes de mon corps. Ah puis elle se fait cramer sévère. Ah, c'est horrible. Et puis à côté d'un abribus, quoi. Puis jamais je prends le noctilien. Et la scène de renaissance de Jamie où il perd sa mue. Ça, c'est vraiment génial. J'ai trouvé ça très très beau. Tout dans cet immeuble là, en mode tout le décor en fait de l'antre de Satan. Mais moi je suis grave d'accord. Le décor, j'ai trop kiffé et je trouvais ça trop bizarre. Il y a une dissonance, je trouve, entre ce que propose le film en termes de narration et d'écriture et en termes d'écriture du décor et du contexte. Moi, je sais pas, pour moi, c'était suffisant au film, en fait, tout ça, et j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça extrêmement beau, extrêmement touchant, alors que, encore une fois, je ne saurais pas vous dire de quoi parle le film. C'est un film assez mystérieux. Voilà, c'est très mystérieux, voilà, et c'est ce que j'avais noté. Est-ce que Jamie est fou ? Moi aussi, je me suis posé cette question. À la fin, c'est ce qu'on cherche à nous faire comprendre, quand même, je pense, j'imagine. Moi, c'est pas comme ça que je le perçois. Moi, je pense est-ce que véritablement il y a des hommes lézards ou je pense qu'il y en a pas, mais c'est juste que lui, c'est la société de l'Angleterre à ce moment-là où il y a des violences urbaines. Comme dans Eden Lake. Parce qu'il y a le cocktail Molotov qui est aussi le véhicule de la transformation de Jamie. Il faut qu'il accepte de se faire brûler par un cocktail Molotov pour devenir quelqu'un. Revivre le traumatisme une deuxième fois. Voilà. Mais est-ce que ce qu'il voit, c'est le vrai ou c'est le faux ? Je pense qu'on s'en fout un peu, en fait. C'est pas dit, surtout. Il n'y a pas le choix d'en faire un twist. Genre, tu vois. Mais j'ai trouvé ça vraiment... Moi, j'ai trouvé ça beau, bien fait. J'ai trouvé ça juste, sans... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était un film hyper tendre, en fait. Et très doux. Et puis... Moi, je trouve qu'il y a un film qui fait un effet. Visuels qu'on peut. Je sais pas. Un film qui fait un effet parce qu'il est suffisamment singulier pour que tu dises mais qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est ça qui est chouette avec Philip Ridley, c'est que je pense que c'est et vous le verrez si vous voyez Darkly Noon, je pense que c'est quelqu'un qui a des idées, qui a envie de le faire, qui va au bout du truc. Après, c'est bien, c'est pas bien. Par contre, alors moi je suis d'accord, il va au bout de son idée. Genre là-dessus, au moins le film a ce mérite, et même en le regardant, moi j'étais agréablement surpris que quand il balance une idée ou une possibilité d'embranchement de scénario, il y va à fond, tu vois. Genre, donc ça, effectivement, c'est assez chouette. Ouais. Et puis cette scène de meurtre est particulièrement sauvage quand même, avec une bonne quantité d'hémoglobine. Non, mais je sais pas. Moi, pour moi, c'est un peu un film d'amour, bizarrement. Oui, je suis d'accord. Je parlais de grande quantité d'hémoglobine. Tu voulais rajouter un truc? Non, je pensais qu'on allait partir sur une transition sur les films d'amour, parce qu'il y a quand même une sacrée histoire d'amour dans le dernier film. Et une histoire d'amour et beaucoup d'hémoglobine. Amour, hémoglobine. Ce sont, après 2 films césarisés, Léo va nous parler d'un troisième chef-d'œuvre qu'il a sélectionné. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Mais Léo, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce film? Je sais pas, moi. C'est 30 jours de nuit. Computer's down. I'll call Gus. Strange. Phone's down too. Mr. and Mrs. Sheriff. So sweet. So helpless against what is common. It's just trying to freak us out. It's working. We have more important things to think about. I'll check on Gus. Check on Gus. Bar the windows. Try to hide. They're coming. They're coming. Ah là là. La nuance du jeu. Ça cabotine sévère. Sympa cet extrait que tu nous as choisi. C'est bien, c'est bien. Moi, je vais vous parler du coup de 30 Days of Night. 30 jours de nuit. Waouh.
Oh putain, Voilà, c'était le film. Incroyable. C'était un extrait du film. J'ai eu froid et peur en même temps. Oh, c'était incroyable. Moi, j'avais déjà chaussé mes raquettes. C'est un délire. T'avais chaussé tes raquettes Et parce que ça tombe bien, parce qu'on part à Barlow, Alaska. Petite bourgade atypique et chaleureuse où la nuit règne pendant 30 jours consécutifs l'hiver. Située à proximité du cercle polaire arctique, à 130 km de la première ville voisine. C'est un petit bout de paradis pour nos amis nyctalopes et amateurs d'hémoglobine. Et oui. Tu te fais chier pour tes intros en ce moment. Oui, je fais des bruitages. En ce moment, il y a un vrai travail. Il y a un désir de mise en scène. Et oui. C'est notre Jim Carrey à nous. La VF. Mais du coup, 30 Days of Night, complètement dans le thème, parce que la nuit conditionne beaucoup de choses dans ce film. Le déroulement de l'intrigue, l'isolation de cette petite bourgade de Barlow, ainsi que l'état psychologique des personnages confrontés tous les ans à littéralement un mois de nuit continue. Dépression, alcoolisme, vampire. Ah oui, moi je me flingue. Et ils ont d'ailleurs pas le droit de boire. Non, l'alcool est interdit. Je me flingue d'autant plus. Je suis d'accord. Il n'y aurait pas de podcast. C'est horrible. Non. Mais c'est pour ça qu'ils imagine le podcast à Barlow, c'est à Barlow. Ouais, Barlow. Il y a une station de radio. On entend la station de radio de Barlow à un moment. Déjà, je m'éclate sur la plaque de verglas devant la station. Tu vois. C'est réglé. Mais bon, du coup, oui, Barlow. Donc, comme je disais, charmante bourgade qui, à mesure que la nuit efface les derniers rayons d'un soleil déjà un peu pâle, quoi, d'étranges événements C'est dans les bruitages là toujours. Donc du coup, des téléphones satellites volés et brûlés par des adolescents suspectés dès le début du film. Des freins sabotés, des chiens de traîneau massacrés, des moyens de transport réduits à l'état de carcasses inutiles. Bref, tous les moyens de subsistance de ce petit bled sont attaqués, mais par qui et pourquoi ? Me demandez-vous, avec vos yeux pleins d'inquiétude ou plutôt pleins d'ébriété ce soir. On a du gel dans les cils, c'est pour ça. Eh bien, c'est très simple. Je me transforme, moi, comme les vampires. Ah ouais. J'ai injecté de sang, Thomas, je trouve. Mais voilà, c'est très simple en fait. Les responsables de tous les malheurs de cette ville ne sont autres qu'un gang de vampires émo-nihilistes. VRP. Oui, en costard. Ils viennent vous proposer des petits produits en s'en allant chez vous. Des petites crèmes de nuit, justement. Comme ça, quoi. Mais 30 Days of Night, c'est un film de David Slade. C'est adapté d'un comics de Steve Niles. David Slade, c'est un réel que vous connaissez peut-être pour Hard Candy ou Twilight, chapitre 3. C'est pas vrai. Si, c'est lui. Non, mais ça suffit. On fait exprès. Non, mais on a un vrai problème. Non, mais il y a quelque chose qui se passe. Il va falloir qu'on fasse un épisode spécial Twilight. On le tease. Mais oui. Non, mais c'est pas possible. Mais oui, on trouve des gens ne vont pas croire que c'est fait pas exprès. Moi, j'ai pris ce film exprès pour ça. Non, c'est pas vrai. Tu mens. C'est ça qui est beau. Non, c'est que tous les chemins mènent à Twilight. Depuis le temps que je le dis. Mais bon, en tout cas, David Slade, c'est un habitué des vampires, du coup. Il a aussi réalisé quelques épisodes de séries, notamment la série Hannibal, ou 2 épisodes de Black Mirror, dont Bandersnatch. Qui n'était pas le meilleur. Voilà. Mais en fait, c'est surtout quelqu'un qui a débuté avec la réalisation de clips musicaux, notamment pour System of a Down, Aphex Twin ou encore Muse. Ah, on adore Aphex Twin. Oui, beaucoup Aphex Twin. Moi, j'aime bien System of a Down. Moi, j'aime bien aussi System of a Down. J'aime moins Muse. Du coup, nous retrouvons Josh Hartnett. Et non pas Ashton Kutcher. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Camille a enlevé son gilet. Mais c'est le mec de Virgin Suicides. C'est vraiment le fantasme. C'est le mec de Sin City aussi. Oui. Et Virgin Suicide de Sofia Coppola. Virgin Suicide qui est un de mes films préférés. Donc je suis très content de le revoir. Et dans Penny Dreadful aussi, il était revenu. Oui, c'est vrai. Avec Eva Green. Autre passion. Et oui, donc du coup, Josh Hartnett qui joue Eben. Nous avons Melissa George qui joue Stella. Melissa George que vous pouvez aussi retrouver dans Triangle de Christopher Smith. Et oui, c'est elle. Ouais, le réel. Tu connais toi, Thomas, Sévrance, Creep, tout ça. Je vous ai dit que Triangle c'était mieux. Faut le regarder. On revient beaucoup à Triangle. Christopher Smith. Ouais. On a aussi Danny Huston qui est Marlowe, le chef des vampires VRP. On a aussi Benedict Cumberbatch qui joue un vampire.
c'est pas vrai, mais il y a un vampire qui ressemble de ouf à Benedict Cumberbatch. Il y a aussi le vampire, j'ai décidé de l'appeler le vampire Mauricio en référence au troll horrible de Troll 2, là, tu sais, avec le maquillage à chaque fois. Donc voilà. 30 Days of Night, Mauricio. C'est un survival du coup de 30 jours. De nuit, c'est le titre. Temps ressenti. C'est un gros survival un peu bourrin, du gore, une esthétique froide et sobre qui peut évoquer... Moi, je trouve que la fin fait penser un peu à The Thing, dans l'espèce de complexe industriel, avec la suspicion de vampire ou de pas vampire et tout, quoi. Ça voudrait, mais... tu vas te faire gronder par Thomas. Mais ça ne l'est pas. Mais bon, voilà, on est vraiment face à un actionneur, un gros actionneur survival, quoi. Que moi je trouve très efficace. Il y a un petit ventre mou du film qui est surtout dû au fait que les personnages font des actions de PNJ assez débiles. C'est un peu l'enfer quand même. Hein. C'est un peu l'enfer. On va d'un point A à un point B. Ah, c'est compliqué. Et on fait des diversions, mais en même temps sans se concerter, mais en même temps. Non, attends, il y a un truc qui est trop bien. Parce que je préfère le dire maintenant parce qu'on y pense. Et moi, ça m'a refait marrer quand je l'ai vu. C'est qu'à un moment donné, Josh Hartnett, il dit je vais faire une diversion. Il va chercher une lampe à UV. Ah oui. Il dit mec, bonne idée. Vampire, nuit, lampe à UV, ça marche. Jusque là, ça va. La lampe à UV, elle sert 4 secondes. Et après, il sort de la maison et il part. Et ça n'a servi à rien. Et du coup, il y a un autre mec qui dit il fait une autre diversion. Je vais faire une autre diversion. Et il fait une autre diversion. Mais quelle diversion avec un découpeur à neige. Ah ouais, non mais ça, c'est une pub pour Caterpillar et puis c'est tout en fait. Non, mais en vrai, moi je trouve que du coup, les scènes d'action du film, elles sont grave réussies et grave efficaces. Le scénario, ça pêche un peu. Tout ce qui est entre deux, c'est l'enfer. Ce qui est entre deux, c'est un peu l'enfer. C'est des histoires de couple. C'est des histoires. Ouais. Ah, vas-y, Lélé, moi je te défends. Non, mais écoute, moi j'aime bien l'ambiance du film en fait. J'aime bien cette sorte de huis clos dans la neige, mais c'est pour ça que j'évoquais The Thing avec mes gros sabots parce que en vrai. Oui, parce que John Carpenter, là, il est pas très content. Pas très content. Retourne. Mais bon, tu vois, un huis clos dans la neige dans une petite ville d'Alaska avec un shérif, parce que du coup, Eben, c'est le shérif de la ville. Désolé. T'es chaud ce soir. Mais ouais, moi j'aime beaucoup l'ambiance du film. Je trouve que les scènes de nuit sont grave efficaces. Les vampires sont réussis. Genre franchement, les vampires sont réussis. Tellement. Il faut un peu rigoler avec leurs petits costumes. Mais moi, et tout, ils m'ont terrifié. Mais ils sont trop bien ces vampires. D'ailleurs, j'ai cru que c'était pas des vampires. Ouais, on est sûr que c'est des vampires. On est sûr que c'est des vampires, ouais. Avec Lola, il faut vraiment expliquer. Tu veux dire avec les dents taillées et tout. Mais attends, ils ont pas deux dents taillées, ils ont pas les ils ont vieux toutes les dents taillées, ils ont toutes parce les que dents. c'est des turbo vampires. Ils ont des chicots, mon gars, mais t'as jamais vu ça. Oui, donc pour toi, ça rentre pas dans les critères de vampires, quoi. Ils mangent déjà, le sang des gens. Ils sont affreusement laids. Ils sont pas hot, c'est pas Edward, quoi. Mais moi, j'aime bien un peu tu sais, il y a un peu un truc en mode groupe de marginaux, ça fait un peu western dans l'idée, quoi, qui essaye de s'approprier et du coup de voler une ville, quoi, littéralement. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une petite diégèse autour des vampires. Et je trouve qu'il y a vraiment une survie un peu civilisationnelle. Les vampires aussi, en fait, essayent de trouver une ville où survivre. Ça tombe bien parce qu'il fait jour 1 mois par an là-bas. Et je trouve ça assez cool. Ça change, les monstres sont vraiment réussis, je trouve, dans ce film, en tout cas. Oui, puis il y a aussi l'idée que très complotiste, que en fait le truc des vampires, c'est il faut pas qu'on sache qu'ils existent. Que c'est des vampires, Donc du coup, ils foutent le feu partout. Ça, j'adorais. Mais non, parce que là, justement, ils arrivent là. Là, ils en ont marre. Ça fait des siècles, il dit, qu'ils vivent dans l'ombre, et là, ça suffit. Ouais, mais à la fin, je croyais qu'ils essayent de se faire passer pour des vampires gilets jaunes en costume. Je comprends plus. Non, mais c'est vrai qu'à la fin, Léo, ils font brûler la ville pour faire comme si c'était jamais passé. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. En fait, à la fin, ils retournent un peu leur gilet jaune. Et c'est pour ça qu'ils veulent buter tout le monde, c'est parce qu'ils veulent que personne ne puisse dire on a été bouffé par des vampires. Oui, mais en fait, leur plan, c'est d'attaquer les villes voisines et de s'implanter dans des endroits du monde où ce sera possible et tout, quoi. Bon, la diégèse s'arrête là. Mais j'aime bien, même l'arrivée des vampires sur cette espèce de rafio abandonné, où du coup, ils ont gardé un humain en vie pour qu'il aille saboter pour eux les moyens de communication de la ville et préparer leur arrivée. Il y a des trucs que je trouve vraiment chouettes dans ce film-là. Ça, et puis pareil, moi je trouve que esthétiquement ça tue, quoi. Il y a un espèce de plan zénital. Ça, c'est trop chouette. Oui, ouais, le plan, et c'est trop cool. Ouais. Ça, c'est bien. Il y a des petites trouvailles comme ça de réal à certains moments qui sont vraiment chouettes, et c'est ce qui, pour moi, le fait un peu ressortir d'un simple film bourrin avec des vampires, quoi. Ça va un peu plus loin que ça, c'est un peu plus recherché que ça.
Et ça fait peur, quoi. Et franchement, moi, Léo, ça m'a tenu en haleine. Tu me rassures, parce que là, entre Titane oui. Et le reste, là, je suis rassuré. Ouais. Je te retrouve. Oui, je suis là. Je suis revenu avec mes potos vampires émo nihilistes. Ah ouais. Moi, je vais te faire un petit. Ils parlent pas farci d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils parlent comme langue. Ouais, je vais te faire un petit. je vais te faire un petit cool pas cool du film. Moi, alors dans les trucs cool, moi j'aime bien tête qui explose. Voilà. J'aime bien bras coupés dans la broyeuse. Ouais, ça c'est pas cool, mal. Ouais. J'aime bien coup de hache dans le cou. Oui. Pas mal. Le caterpillar. J'aime bien tracteur qui découpe. Ouais. Ça c'est chouette. Et j'aime bien plan zénital avec du sang partout. Ouais, ça c'est cool. C'est pas mal. KO bien mis en scène. KO cool. Ouais. Ce que j'aime moins. Tout le reste. Josh Hartnett. Ah non. Non, mais attendez, moi j'y vais parce que pour moi, Josh Hartnett, c'est vraiment, il a le charisme d'une chaussure. C'est vraiment une belle chaussure. Une belle chaussure en cuir. Ouais, c'est vraiment une Crocs, quoi. Tu le regardes, tu ressens rien, quoi. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, dans le film, Crocs en cuir. T'as des plans regards de 5 à 10 secondes sur la gueule de Josh Hartnett. Il est un peu perdu. Franchement, j'avais l'impression que c'était mon chat. J'étais là, genre, waouh, il se passe rien, quoi. Non, et d'ailleurs, je me suis même dit, il est en train de se transformer. Je voyais pas la différence entre ses yeux se transformer et ses yeux normaux, tu vois. Non mais voilà, donc Josh Hartnett, ça ne va pas. Deuxième truc qui va pas, c'est les années 2000, parce que moi je trouve. Mais toi aussi t'as fait un film des années 2000. Oui, non mais c'est vrai. Je trouve que la photographie est quand même un peu outrancière et il y a, tu sais, ces fameux trucs de scène où il veut faire un effet accéléré, mais du coup, t'as l'impression qu'il retire des frames. Je sais pas comment. Pour les moves des vampires hyper rapides. Après, moi, tu vois, genre dans les films des années 2000, je trouve que c'est pas le pire en termes d'esthétique qui a mal vieilli. Genre, c'est pas le pire. Franchement, ça a plutôt bien vieilli. Pour un film de 2007, j'ai pas donné la date. C'est pas le pire, mais bon, ça a pris un petit coup dans la tronche, je trouve. Et le troisième truc, pas cool, les vampires qui parlent. Alors, bon, ça fait un peu peur, mais pourquoi c'est sous-titré ? Enfin, je veux dire, parce qu'on veut comprendre. Mais les mecs font des bruits. Mais en plus, c'est des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et t'as des sous-titres en dessous. Ouais, moi, j'aurais préféré ne pas savoir ce qu'ils disent parce que c'est vraiment random, nihiliste. Il n'y a pas de Dieu, ton Dieu, regarde, est-ce qu'il te sauve ? En fait, ils sont juste athées, quoi. C'est juste ça. Mais les mecs ont. Non, mais en vrai, moi, les piliers de bar en bas, ils font les mêmes bruits le soir. Et le scénario. On pourrait traduire pareil. Et les mouvements de personnages et les persos, leurs actions, mais c'est d'une connerie. C'est des PNJ. Mais abyssal. C'est vraiment des PNJ. Est-ce que je peux rajouter des trucs dans la catégorie pas cool? Parce que moi, dans la catégorie pas cool, il y a quand même aussi des costumes. Alors en fait, le budget costume, il n'y a pas. Ils sont tous en doudoune. En Célio. Mais il fait froid, Canada tu veux qu'il soit comment, non, mais ils ont la froid. même Canada Goose pendant tout le putain de truc, à tel point que je spoil, ce qui n'est pas mon habitude, mais à la fin, il finit quand même en cendres, le personnage, parce qu'il est brûlé par le soleil. Reste dans sa Canada Goose. Et il y a sa putain de doudoune qui reste dans les bras de la meuf. Et t'es là, genre, c'est pas possible de faire un truc pareil. Alors, tu soulèves un point qui fonctionne pas aussi dans le film, c'est les ellipses. En fait, on voit le passage du temps seulement grâce à la barbe des personnages masculins. Sinon, on ne sait pas vraiment. Oui, parce que Josh Hartnett a un putain de bonnet, tout le film motif qu'il enlève à un moment donné quand il va tuer un de ses copains qui lui dit tue-moi, machin, qui fait un plaidoyer pour l'euthanasie. Et là, il enlève le bonnet avant de lui trancher la tête. Et t'es là genre non mais c'est pas possible d'être aussi américain. C'est pas possible en fait. On s'en fout de ça. Et ça, et il y a aussi quand même cette histoire nœud d'amour avec comment il s'appelle, Stella là. Parce qu'en fait ils se sont séparés au début et ça c'est vraiment le nœud dramatique du film apparemment. Sauf que ils évoquent tu sais en pointillé leur histoire. Et en fait ce qu'elle lui reprochait c'est que lui voulait pas de gamin et elle se range à ses côtés en lui disant t'avais raison, on a bien fait de pas avoir d'enfants parce que dans ce monde de brutes machin. Non mais t'es là, mais pardon. Et donc elle utilise quand même ses dernières forces parce qu'elle est en hypothermie à un moment donné. Enfin, elle est en hypothermie et elle utilise ses dernières forces pour le chuchoter dans le talkie-walkie. Pardonne-moi, j'aurais jamais dû te quitter. Non mais ça va. On vous dérange pas? Non, je peux pas. Baby. Je peux pas. Et attends. Et pourtant j'aime Josh Hartnett. Elle utilise ses dernières forces surtout pour le galocher. Alors qu'on a vu que ça se transmettait cette alors ça c'est la grosse putain de vampirisme. Elle lui lèche les chicots. Elle lui lèche les chicots alors qu'on a vu plein de fois avant. Alors qu'il s'est pas lavé les dents pendant 30 jours parce que c'est même pas le mois de février parce que moi quand il y a eu 30 jours sans douche il y a eu des 20 à un moment donné ils disent jour 27 j'ai clairement écrit dans mon carnet prions pour être en février parce que peut-être avec un peu de chance on est quasiment à la veille de la fin mais non c'était pas la timeline du film jusqu'à 31
Je trouve que même l'état mental des personnages, ça reste le même jour 1 et jour 29, tu vois. Genre, ils sont pas plus embêtés que ça, quoi. Non. Et toi, Lola, t'as bien aimé aussi, je crois. Ben moi, j'ai pas de points négatifs, Léo. Non, mais en vrai, mais je suis d'accord avec ce que Thomas et Camille ont dit, mais moi, j'ai trop kiffé l'ambiance, les décors en mode fin de bled perdu au fond de l'Alaska. Ouais. C'est tourné en Nouvelle-Zélande, je tiens à préciser. Ouais. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'il est américano-néo-zélandais. Ouais. Grosse triche. Voilà. Moi, j'ai les vampires. On en parlait tout à l'heure. Je suis toujours pas persuadée que ce soit vraiment des vampires. Je crois pas que le mot vampire soit utilisé. C'est des ghouls. C'est des ghouls. Parce qu'à un moment, ils disent non, mais les vampires n'existent pas. Je sais pas quoi, parce que t'as le frère de 15 ans, soi-disant, qui en fait 25, qui dit. Ah oui, c'est vrai. Lui, il est bon aussi. Bah, en fait, moi, ils me font penser. C'est un tocardos lui aussi. Il joue un peu comme le mec dans Troll 2, tu sais. Mais c'est vrai que lui n'a pas il coupe la tête d'une gamine, c'est tout ce qu'il fait. Ah bah j'adore cette scène. Oui, mais voilà, mais tu vois, moi je suis d'accord, tu vois, c'est l'efficacité du film. Oui, voilà, moi franchement les vampires, du coup, moi ils m'ont fait beaucoup penser aux bestioles dans From, la série. Je sais pas si vous l'avez vu, qui m'a terrifiée. C'est on a vu. Enfin, moi j'ai vu. Voilà, et en fait, parce que on les voit pas vraiment sucer le sang, tu vois. En fait, ils défoncent les gens, ils les massacrent un peu. Et c'est pas comme dans Twilight, je suis désolée, c'est moins sexy, tu vois, il y a pas ces deux petites canines qui rentrent et puis voilà. C'est des vrais monstres, quoi, c'est des vrais monstres. Voilà, avec la poche de perfusion, de sang derrière, mais non, c'est beaucoup plus trash. Et moi, ça, j'ai kiffé parce qu'ils ressemblent pas à des mannequins Abercrombie, en fait, tu vois, vraiment pas d'ailleurs. Sauf la doudoune. Parce que Josh fait ça. Il est déjà sur ce créneau. Donc, Josh, à la fin, quand même, trouve la super idée de s'injecter du sang de vampire. Mais quel pour combattre à armes égales. Et est-ce qu'on peut relever le point héros nul où on te fait comprendre à un moment donné que il est asthmatique. Ah oui. Et il a pas ventoline. Il a pas ventoline. C'est en mode le talon d'Achille. Là, c'est vraiment le pire truc. J'ai mes allergies. Ah non, mais en vrai, le pollen. Mais je pense que le film le met vraiment en mode héros. En vrai, moi, je trouve que c'est le pire héros. Il est nul. Sa diversion, elle marche pas. Il est asthmatique. Du coup, il est en PLS à la moindre course. Et le film le présente quand même comme un mec hyper badass. Alors qu'en vrai, il est nul, quoi. Il est pas trop présenté comme un mec hyper badass. Il est shérif, quoi. Oui, mais un peu nul. Enfin, moi, son personnage j'ai pas été outrée. Ça m'a fait marrer, en fait. Tu vois, je me suis dit, le mec a pas sa ventoline. Attends, mon petit pote, mais là. Il y a ce personnage-là, et puis il y a aussi son meilleur pote, la Billy. Ah ouais, mais lui, j'ai plus. La moitié du film, je sais plus qui c'était de toute façon. C'est celui qu'on rencontre au tout début du film et qui dit genre non, mais je veux pas du tout que vous vous sépariez, mais déjà de quoi tu te mêles, ils font ce qu'ils veulent en fait. Et après, on le retrouve à la fin du film où c'est littéralement Xavier Dupont de Ligonnès, le mec. Il a buté il a buté toute sa famille. Non, ou plutôt Jean-Claude Roman, pour être tout à fait honnête. Non, mais pas parce qu'il tue tout le monde, sauf que tiens, il y a pas assez de balles pour moi. Bah, il fallait peut-être regarder dans le baril avant de tuer tout des gars. Et le flingue s'est enrayé. Oui, bah tu parles. Il avait pas un mois pour mettre. C'est ce qu'ils disent tous. Mais c'est pour ça que les ellipses fonctionnent pas, parce que tu retrouves le gars. Il y a rien qui te fait comprendre les ellipses, et là il est en mode, et d'un seul coup il a buté toute sa famille, il a une barbe de 3 km qui a poussé, t'es en mode attends, on est quel jour là déjà? Mais bon, moi je pardonne, le film m'a donné ma bonne dose de monstres. En vrai, si d'habitude vous aimez bien les films dont je parle, vous aimerez bien celui-là. Voilà. Ou pas. Mais, vous l'aimerez bien. Mais ouais. Et puis il y a l'autre problème, c'est quand même que moi, très régulièrement dans le film, je disais c'est qui lui déjà, toi. Oui, c'est vrai. On sait plus qui c'est. Mais attends, on n'est pas dans Game of Thrones. Enfin, tu vois, il n'y a pas 12 000 personnages. Bah oui, c'est vrai que moi, Billy, à la fin, j'avais oublié qui c'était. Je me dis, attends, c'est qui ce gars barbu là déjà Mais attendez, mais vous n'avez rien écouté, rien compris. C'est pas possible. Non, mais après, t'as des trucs. Moi, j'ai bien aimé le papy aussi qui veut aller faire caca la nuit là. Oui, c'est vrai qu'il est en mode laissez-moi aller au pot. Et puis en fait il se barre. Con. Ah non, mais c'est vraiment aux petits oignons, regardez-le. Non, c'est vrai que ça fonctionne. Une bonne marade. Oh, vous êtes dur. Non, franchement, un film de vampires avec des vampires un peu différents de d'habitude. Et ne serait-ce que pour la bagarre de fin avec Josh Hartnett qui tue le vampire, je ne te dis pas comment. Dans la bouche. Moi je le dis. Parce que ça c'est quand même très drôle. Moi, il met un punch dans la bouche et ça lui transperce le crâne. C'est dégueulasse, c'est marrant. J'ai dû regarder à peu près 3 fois cette scène pour comprendre ce qu'ils avaient voulu vous faire, parce que c'est pas très clair quand même. Si, c'est clair, il lui met un coup de poing et ça traverse sa bouche. Grosse patate.
Ah là là. Bah, en tout cas, tout se passe de nuit, donc t'étais dans le thème. Ouais, là, le thème 100% non, respecté. Moi, Léo, 10 sur 10. Merci Lola. Merci. Respecté 30 fois. Et il y a le 30 jours de nuit 2. Oui. Ah ouais, alors ça, oui. je pense. Je vais le regarder. Je pense que je vais le regarder allez-y. Ouais. C'est pas vraiment le 2. Il s'appelle 30 jours de nuit et il y a un Armageddon. Et un peu de jour. On n'est plus dans le thème, alors on l'a pas pris. Voilà. Non, mais moi, ça m'a fait penser à tout l'univers d'horreur de Van Helsing et tout, en fait. Ah oui. Un peu. C'est un peu le même type de vampire. Moi, j'aurais limite, tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils poussent un peu plus la diégèse autour des vampires, genre savoir vraiment, tu vois, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent et tout, tu vois. Moi, plutôt que de faire les allers-retours dans tous les sens, peut-être que oui, ça aurait été un peu mieux. Moi, à partir du moment où tu as le dentier intégral, je suis pas sûr que tu sois un vampire, tu vois. Bah, je sais pas. C'est un débat qu'on vous laissera poursuivre. C'est les turbo-vampires. Ouais. On pourrait aller à Dubaï, se faire limer les dents et demander à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que si on fait ça, on est des vampires? Non, tu parlais de Van Helsing, je recommande le film qui est bien nanardeux de Steven Sommers. Ouais, j'adore justement en vrai, l'univers de Van Helsing, il est un peu nanardeux de base, mais avec Hugh Jackman. Blade. Blade, c'est vraiment bien. Blade, c'est bien. Blade, c'est vraiment bien. Ou la série True Blood, à partir du premier épisode de la saison 2. Voilà. Si tu les écoutes. On en a fini des recos vampires et de 30 jours de nuit. Et on en a fini de l'épisode d'aujourd'hui. C'est le moment rituel de l'émission. C'est le moment où on se raconte ce qu'on a fait le week-end précédent. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par moi-même. Le temps de laisser aux autres un petit temps pour réfléchir. Moi, j'ai passé un week-end que je qualifierais d'acide et sucré. Puisque j'ai fait un brownie. Aux acides. J'ai fait le brownie d'Otolenghi avec très bon du Havla. On peut recommander Otolenghi. Voilà. C'est fameux, on l'a toujours pas fini parce qu'il y a quand même une plaquette de beurre dans le truc. Mais c'était bon. Et je suis allé voir Acide de Juste, comment il s'appelle déjà? Juste Philippot. Qui a fait Swarm. Voilà. Qui avait fait le film sur les sauterelles. Il s'appelle comment? La Nuée. Il a fait Swarm. Il a fait La Nuée. Ouais, La Nuée. Oui, j'avais adoré La Nuée. Alors, mais je sais pas pourquoi. Ah, c'est la série de Childish Gambino aussi. The Swarm. J'ai mélangé les titres. Moi, à l'inverse de Camille, moi j'avais pas du tout aimé La Nuée. Ouais, j'avais trouvé le film un peu. Je trouve que l'horreur était ratée, moi, dans ce film. Je mets un pied dedans, mais j'y vais pas vraiment. Et j'ai bien aimé Acide, si ce n'est que le défaut principal du film est quand même Guillaume Canet. Aïe. Qui est quand même. Qui est très horrifique. Guillaume, on ne t'embrasse pas. Qui est quand même le défaut principal du film, mais au-delà de ça, je trouve qu'il a revu sa copie. Alors, n'en déplaise à certaines critiques, j'ai entendu les pires critiques sur le film. Et j'en ai entendu d'autres très élogieuses. Je me situerais plutôt du côté des gens qui ont bien aimé, parce que j'ai trouvé qu'il allait un peu plus dans le genre, qu'il y mettait un peu plus les deux pieds, et je trouve que le film est une réussite sur le plan visuel. C'est magnifique. J'ai entendu dire qu'on voyait pas où était l'argent et tout ça. Moi, je trouve que vraiment le film utilise bien le. Il y a vraiment des gens qui ont dit ça. Ouais, le film utilise l'argent. Lola est très en colère, attention. Très en colère. Les gens qui ont dit ça, ne m'écoutez pas parce que. Enfin, après chacun est libre d'avoir son opinion sur le film, et je conçois qu'il fasse débat. Moi j'ai passé un bon moment, j'ai pris pas mal de plaisir à le regarder, et ça m'a bien retourné. C'était très très beau. C'était très très beau. Je recommande. Et c'est une maîtresse de l'image qui vous dit ça. Et c'est habituellement pas le genre de film dont je suis client, mais là, ça. Et en plus, il y a Guillaume Canet, je le redis. Mais malgré toutes ces contradictions, ça a fonctionné. Magnifique. Voilà, donc un week-end. Et puis j'ai encore un peu joué à Baldur's Gate 3. On en parlera régulièrement. Voilà. Ensuite, Lola, toi, t'as fait quoi, toi? Moi aussi, j'ai vu Acide, mais du coup, je vais pas en parler. Moi, j'ai adoré aussi. Mais sinon, en bon dimanche, je vous conseille le Parc des Princes pendant un PSG-OM. Oh putain. C'est sympa. Marseille, on t'encule. C'est vraiment agréable. Tu couperas ça. Voilà. Non, on coupera pas parce que je pense que c'est important de parler de ça, parce que moi je n'étais jamais allée au Parc des Princes et jamais allée voir un match de foot en fait. Je travaillais là-bas et bien que elle est footballeuse. C'est vrai. Bien que le boulot en lui-même était sympa à faire, j'étais très choquée par cet état d'esprit
des supporters de foot. Voilà. Et j'ai appris également que du coup, tous les supporters de l'OM n'étaient plus acceptés au Parc des Princes. Ah bon ? Oui, ils sont interdits là-bas parce qu'il y a vraiment une énorme guerre. Mais c'est très violent. Hein. Moi, je suis pour l'OM, alors allez l'OM. Allez, ouais. Non, mais voilà, qu'on soit pour l'OM ou pour le PSG, on peut se respecter et on peut supporter son équipe. On a perdu la moitié des auditeurs et des auditrices à cause de toi, Camille. Voilà, super. Mais voilà, en tout cas, le Parc des Princes, impressionnant. Sympa. Il y avait de beaux effets de lumière et voilà. Et de balles. Et j'ai vu des stars du foot, alors je suis contente. T'as vu Kylian ? J'ai vu Kylian. Ah ouais. Et franchement, il joue bien. T'as vu Griezmann ? Il est pas il joue plus. Putain, moi j'y connais rien, c'est le seul nom que je connais. Zidane ? Non. Ah, j'ai honte. Ouais. Yannick Noah ? Non, pas de. T'as fait quoi toi, Léo ? Moi, dimanche, j'ai parcouru les méandres du labyrinthe capitaliste qui est Ikea. Pour acheter des petits meubles pas chers manquants dans mon nouvel appartement. Et voilà, je me suis perdu dans ce magasin infernal. Ils ont changé la bande son, c'est des musiques libres de droit qu'ils ont dû acheter. Ah, ils passent pas Coldplay ? Parce qu'on disait tout à l'heure c'est pareil. Coldplay, c'est... Désolé. Bon, c'est Ikea en musique. Ouais, non, c'est plus agaçant, peut-être, je dirais. Mais ouais, voilà quoi. J'ai aussi acheté, tu sais, la boîte de gâteaux suédois. Ah oui. Moi j'adore. Est-ce qu'ils font des... Non, c'est pas ça. Non, c'est les galettes d'avoine. C'est ça, avec du chocolat un peu. Oui, c'est ça, au milieu. C'est très bon. C'est très très bon. Et est-ce qu'ils font des nouveaux wok ? Parce que moi j'en cherche. Ils font toute une gamme d'ustensiles de cuisine. Ça n'en finit pas. Qui est, ouais. On vous dérange là ? Pour le prix, c'est un très bon rapport. Non, parce que moi j'ai un wok Ikea mais qui est mort. Et ben écoute, ils en font en anti-adhésif, ils en font en fonte. Eh ben j'irai. Et vous savez qui d'autre a un wok Ikea ? Camille. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier ? Moi je n'ai jamais été chez Ikea, je l'avais déjà dit dans un précédent podcast. Non, parisienne. Enfin bref, moi dimanche dernier, j'ai été au bingo drag de la folie. Un parfait moyen de profiter du dimanche. Entre ça et notre podcast, je pense que vraiment le dimanche va devenir la meilleure journée de la semaine. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. En voilà une qui a bien travaillé. Voilà. Et à ce propos, on vous remercie encore une fois d'avoir écouté jusqu'au bout, d'être de plus en plus nombreux à écouter peut-être jusqu'au bout et peut-être de plus en plus nombreux à nous faire des retours positifs. On reçoit des colis à ne plus savoir quoi en foutre. N'hésitez pas à continuer à faire des retours positifs. De fans. À nous envoyer des lettres de fans, nous laisser... Avec des dents à l'intérieur. Des petits mots gentils. Ah non, parce que Camille les revend. C'est en or. À nous laisser des petits mots gentils sur les réseaux sociaux, nous suggérer des films ou des thèmes que vous voudriez voir traités. Et on vous dit à dans 2 semaines. Je en profite également avant qu'on se quitte pour vous dire que l'horreur du dimanche va probablement évoluer un petit peu et qu'on va vous proposer des formats un peu différents. C'est à venir, c'est dans le pipe. Avec des hologrammes. C'est dans le pipe. C'est dans le pipe, comme on dit dans le milieu de l'entreprise. Et surtout, s'il vous plaît, c'est important, mais n'hésitez pas à nous laisser des notes sur les plateformes d'écoute. C'est important pour nous. Ah oui, la mendicité, c'est important. Oui. Non mais franchement, je suis très sérieuse. Vraiment, ça ne paraît rien comme ça. Mais moi-même, je ne le fais pas quand j'écoute des podcasts. Mais laissez-nous 5 étoiles, on est aussi sur Copain d'avant. Allez. Voilà. Ça n'a que trop duré. Bisous, salut, ciao. Ciao.